Alors, bonsoir tout le monde. Désolé un petit peu du retard, les 10-15 minutes de retard qu'on a eu. On attendait que les gens arrivent. Donc, bonjour à tous dans la salle et bonjour à tous ceux qui sont en ligne en direct sur Facebook. Donc, bienvenue aussi à la première édition d'Humaniscience. Donc, c'est notre premier test, soyez indulgents. Donc, Humaniscience veut une soirée causerie où l'on discute des sciences, bien sûr, surtout, tout en mettant de l'avant l'humain, en fait, l'utilisateur des sciences, l'utilisateur des soins médicaux, le patient, l'usager, le citoyen, donc, un peu tout le monde. Nous voulons, par cette soirée causerie, donc ouvrir des discussions aux membres du public, donc vous. Donc, tantôt, vous aurez la chance de discuter avec nous. Donc, le format de la soirée est très simple. Nous avons 2 présentateurs et 1 modérateur qui discuteront sur un thème. Ce soir, vous le savez, on va discuter VIH. Et donc, pendant la première heure, nous, on va parler de différents thèmes. On ouvrira quelques minutes pour des questions entre chacun des thèmes. Mais pour la deuxième heure, les micros seront ouverts pour vous tous dans la salle et également en ligne. Donc, avant de laisser la parole à nos invités, j'aimerais simplement mentionner qu'Humaniscience est une initiative conjointe entre le Centre de recherche du CHUM et le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Donc, j'ai eu la chance dans les derniers mois de discuter avec Dr Nicolas Chaumont et M. Bernard Barry d'un sujet fort intéressant pour moi qui ne s'y connaissait pas tant que ça. Donc, je vous laisse maintenant la parole. J'arrête de parler. Donc, Nicolas, merci de te présenter, s'il vous plaît. Bien, bonsoir à tous. Donc, mon nom, c'est Nicolas Chaumont. Je travaille au centre de recherche du CHUM. Je m'intéresse au VIH depuis le début de ma carrière scientifique, je dirais, parce que j'ai fait mon doctorat dans le domaine. Puis mon postdoc ici à Montréal. Et puis après, je suis parti quelques années en Floride. Et je suis revenu à Montréal il y a maintenant 4 ou 5 ans pour travailler au centre de recherche. Donc, sur ces questions de VIH. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure, peut-être en détail de ce qu'on fait au centre de recherche en matière de recherche sur le VIH. Mais l'un des gros défis auxquels on essaie de s'attaquer aujourd'hui, comme vous le savez, on a des traitements qu'on appelle les trithérapies qui permettent de contenir la maladie. Et le dernier obstacle, c'est ce qu'on appelle les réservoirs du VIH, c'est-à-dire aller dénicher les quelques cellules dans lesquelles le virus persiste chez les personnes qui prennent des traitements. Et donc, mon labo s'intéresse à cette question-là. Et en collaboration avec d'autres chercheurs au centre de recherche, on essaie vraiment d'aller traquer ces cellules afin de les éliminer et éventuellement, on espère de développer une guérison pour le virus. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. En fait, Bernard, j'aimerais que tu te présentes, mais j'aimerais aussi que tu prennes le temps de nous relater un peu ton expérience de la vie avec le VIH. Okay. Mon nom est Bernard Barry. Je suis un patient avec le VIH depuis des années, au tout début que ça s'est produit à peu près. Donc, moi, j'ai travaillé en Europe à un moment donné de 82 à 85. En 85, je suis rentré d'urgence parce qu'on me disait que j'étais pour mourir d'une maladie que je ne comprenais pas à ce moment-là, qu'est-ce que c'était seulement. Je ne me rappelle même pas si on appelait ça le VIH ou le sida, ça n'existait pas, ça, ces noms-là. Et donc, en 85, je suis rentré pour supposément mourir. En fin de compte, je ne suis pas mort, donc la vie continue. Je me remets à travailler, donc je vais travailler. Et puis en 87, je retombe malade. Et puis je me ramasse chez l'hôpital général de Montréal pour me faire opérer pour un cancer au palais, le cancer de Kaposi que j'avais au palais. Donc, on m'opère. Je me souviens que le pauvre chirurgien qui m'a opéré, le personnel, quand ils ont su ce que j'avais, ont quitté le bloc. Puis le médecin s'est ramassé tout seul. Il a dit en anglais, il a appelé du monde. Et là, il y a quelqu'un qui est rentré, qui est venu l'aider. Ça se faisait tout en anglais, ça fait que moi, j'étais paniqué. Je suis rentré chez moi. C'est juste pour vous dire qu'à l'époque, là, il y avait même les médecins, les infirmiers paniquaient. On ne savait pas ce qu'on avait. Et puis, j'ai même un médecin, à un moment donné, assez âgé, j'avais été voir pour mon dos et qui me dit à un moment donné, je ne veux pas savoir comment vous avez attrapé le VIH, je ne veux pas savoir comment vous avez fait cette cochonnerie-là, parce que moi, j'en avais parlé que je voulais prendre la trithérapie pour lui dire que s'il me donnait un médicament, de faire attention avec la trithérapie. Puis dans le fond, il me commençait à me faire la moralité sur la maladie. Donc, juste pour vous dire que le VIH, c'est arrivé par différentes périodes dans ma vie où ce que je ne savais pas si je l'avais ou si je ne l'avais pas.
Et donc, en 87, on m'a opéré. Là, on m'a dit, deux de mes sœurs et moi-même, qu'il me restait 2 mois à vivre encore une fois. Donc ça vous décourage et ça détruit une vie. Là. Je veux dire, vous ne savez plus quoi faire. Là. Vous êtes perdu. Là. Vous allez voir un film, vous dites, mais c'est mon dernier film. Vous allez manger au restaurant, mais c'est mon dernier restaurant avant que je parte. Donc, en fin de compte, je vais continuer à vivre. Je me bats pour essayer de trouver des solutions parce que du côté des hôpitaux, on n'a rien en tant que tel. Et puis, je fais un traitement expérimental non reconnu. Et là, on me dit que je suis guéri. Et puis, en fin de compte, je réalise en l'an 2000 que je ne suis pas guéri du tout. Et c'est là que j'ai été voir l'URES. Et j'ai commencé la trithérapie. Et puis, je suis très content parce qu'avec l'URES, j'ai vraiment été bien soigné. Et, si je suis encore ici, c'est grâce à la médecine. Et je veux surtout que la recherche continue à se faire parce que c'est pas terminé. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Donc, le premier thème de la soirée, en fait, portera sur d'où est apparu le virus, le VIH, donc d'où ça vient. Il y a énormément de mythes sur cette question-là. J'en ai appris beaucoup pendant les discussions avec Bernard puis Nicolas. Puis aussi, Nicolas et Bernard s'attarderont aux traitements qui sont disponibles. Disponibles pour les patients qui vivent avec le VIH. Donc, ces traitements qui ont extrêmement évolué dans le temps. Donc, on a juste à penser à l'histoire de Bernard là, pour comprendre que ça a changé énormément dans le temps. Donc, Nicolas, peut-être, dis-moi comment les traitements, justement, ont changé dans le temps et quelle différence ça a eu, ça, dans la vie pour les patients. Alors, est-ce que tu veux d'abord que je parle un peu de l'origine du VIH avant de parler des traitements? Oui, tout à fait. Okay. Oui, merci. Alors, en fait, comme tu l'as dit, Alexandre, il y a encore beaucoup de mythes. Et en fait, je suis toujours étonné de voir que ces mythes persistent sur comment est-ce que le virus est apparu. On entend encore beaucoup de gens qui pensent que le virus a été créé par l'armée américaine ou qu'il a été administré au moment des campagnes de vaccination contre la polio ou que c'est un virus extraterrestre. Enfin bon, j'ai entendu des trucs assez intéressants. En fait, grâce à la science, maintenant, on sait exactement comment le virus est apparu. Et à peu près comme tous les virus, en fait, ils ne sont pas apparus par génération spontanée comme ça du jour au lendemain. Ils ont juste sauté d'une espèce à l'autre. Donc, c'est vrai à peu près pour tous les virus, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord chez une autre espèce et après, ils sont transmis à l'homme. Et dans le cas du VIH, en fait, le virus qui ressemble le plus, c'est un virus du singe qu'on appelle le VIS, pour virus de l'immunodéficience simienne. Et on pense, en fait, grâce maintenant à la biologie moléculaire, qui sont des outils très puissants qui nous permettent de retracer l'histoire des virus, qu'en fait, le virus est passé du singe à l'homme, non pas dans les années 80, quand on a vu l'épidémie de VIH chez l'humain, mais en fait au tout début du XXe siècle. Donc, c'est-à-dire dans les années 1910 à peu près, on pense qu'il y a un événement de transmission du singe à l'homme. Alors la question, après, c'est comment est-ce qu'il est passé du singe à l'homme? Alors là aussi, on a toujours des trucs très intéressants, des hypothèses. Et en fait, on pense, et c'est l'hypothèse qui est retenue maintenant, que ce sont des chasseurs de brousse qui se sont contaminés, c'est-à-dire que c'est des personnes qui chassaient la viande de singe en Afrique occidentale, essentiellement, et qui sont probablement contaminés en la préparant, c'est-à-dire en la coupant. Et donc le virus s'est adapté, en fait, du singe à l'homme. Donc voilà pour ce qui est en fait de l'origine du VIH. Je pense que maintenant on a une idée quand même assez précise de son origine, de la date à laquelle il est passé. Et puis donc cette épidémie, qui n'en était pas une encore à l'époque, est restée, je dirais, assez latente et confinée en fait dans des régions d'Afrique peu explorées. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable épidémie dans les années 80 quand ce virus a débarqué en Amérique du Nord essentiellement. Et donc les premiers cas rapportés, c'est au tout début des années 80, en tout cas les premiers cas de syndrome qu'on ne savait pas encore nommer, qu'on appelait le cancer gay à l'époque, parce qu'on voyait des jeunes homosexuels de New York ou de la côte ouest américaine mourir avec un problème dans leur système immunitaire. Et puis ça a pris quelques années, 83, pour découvrir le virus qui causait cette maladie. C'est une découverte qu'on doit à Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier à l'Institut Pasteur à Paris. Donc voilà en gros pour l'historique. Pour ce qui est des traitements, juste peut-être une minute là-dessus, en fait c'est une histoire qui est longue dans la recherche mais courte à raconter. Jusqu'en 87, on n'avait absolument rien pour traiter les patients. À partir de 87, c'est les premiers essais AZT, on pourra sans doute en reparler avec Bernard parce que je sais qu'il a une expérience là-dessus, qui était une molécule très toxique qui venait en fait du domaine du cancer et qui avait montré une certaine efficacité contre le VIH, mais avec une toxicité très lourde.
Et puis surtout, le problème, c'est qu'on développait, enfin, le virus développait des résistances à cet AZT en quelques mois. Donc, ça prolongeait la vie des patients à l'époque de manière très modérée, avec un coût à payer en termes d'effets secondaires très important. Puis, grâce à la recherche, on a découvert, pas moi là, mais en tout cas des personnes ont découvert, des chercheurs ont découvert d'autres molécules qui permettaient de traiter le virus, et en particulier des molécules de nouvelle génération qu'on appelait les inhibiteurs de protéase, dans le milieu des années 90. Et puis 95-96, c'est la révolution des traitements, où on se rend compte qu'en fait, en utilisant 3 molécules différentes, ce qu'on appelle aujourd'hui les trithérapies, eh ben, on est capable de contenir la réplication du virus de manière très efficace et de prolonger la vie des personnes qui vivent avec le virus. Et donc, dans les générations de trithérapie, là encore, il y a des différences. Les trithérapies de 95-96 avaient encore des toxicités importantes. Là aussi, on pourra en parler avec Bernard parce qu'il est passé à travers tout ça. Et aujourd'hui, on a des médicaments qui sont plus efficaces et moins toxiques, qui ne sont pas complètement anodins non plus. Les patients qui prennent des traitements encore aujourd'hui ont des effets secondaires. Et de manière plus importante, en fait, on ne connaît pas très bien encore les effets secondaires à très long terme de ces médicaments, puisque maintenant le VIH, l'infection par le VIH est devenue une maladie chronique qui nécessite un traitement au cours de la vie. Donc si vous avez 18 ans et que vous infectez, ça veut dire que vous avez 60 ans de traitement devant vous. Et forcément, on n'a pas encore un recul suffisant pour savoir quels seront les effets à long terme de ces traitements. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était déjà trop long, je pense. Non, c'était parfait. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que l'évolution des traitements a vraiment changé beaucoup dans le temps. Puis je pense que ça a été difficile aussi pour sûrement les patients de s'adapter à un choix de médicaments comme l'autre, ou dans ces années-là, de ne pas trop savoir non plus ce qu'on prenait. En 30 ans, il s'est passé une évolution incroyable dans ce que les patients vivaient dans la prise d'un médicament versus aujourd'hui, ce qui se passe. Fait que je me demandais, puis ça, on a discuté un peu ensemble, Bernard, sur comment tu vois le choix, toi, qui s'est offert à toi dans le temps de prendre ou non une médication, puis les choix qui s'ouvraient à toi, parce qu'à certains moments, j'ai l'impression, puis ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas tellement de choix. Donc, comment tu l'as vécu, ça? Juste un petit peu avant, je voudrais ouvrir une parenthèse sur ce que Nicolas disait. Moi, j'ai une question à te poser, Nicolas. Est-ce que le VIH est raciste? En fait, évidemment que non. Le VIH n'est pas raciste. Il ne fait pas le choix en fonction ni de la race, enfin de la race, qui déjà n'existe pas, mais disons de la couleur de peau. Il ne fait pas de choix, évidemment, en fonction de l'orientation sexuelle. C'est un virus qui touche tout le monde, quel que soit son sexe, son orientation sexuelle ou sa couleur. C'est parce que moi, je viens d'une époque où beaucoup véhiculaient ça, pour ne pas dire que quelqu'un de très proche de moi me disait, ben, c'est parce que tu es homosexuel, c'est le péché, c'est Dieu qui te punit. Puis je me l'ai même fait dire par un des médecins là, à l'époque. Et puis, entre autres, le dentiste qui ne voulait pas me soigner les dents parce qu'il voulait savoir si j'avais le VIH. Puis on me posait des questions devant tout le monde. Puis là, j'ai dit, je peux-tu parler séparément? Puis non, on insistait à me poser des questions devant tout le monde. Donc, je me suis battu sur des points de vue à ce niveau-là. Et puis, si on savait que tu étais homosexuel, déjà, là, hop, on te mettait à part. Donc, c'est un rétrovirus, dans le fond, ou un virus qui s'attaque à tout le monde. Absolument. Il n'y a pas de groupe en particulier. OK, good. Je suis content d'avoir réglé cette question-là. Donc, je le dis parce qu'il y a peut-être des gens encore qui pensent ça et qui véhiculent encore des choses semblables. C'est un mythe qui perdure quand même, de ce que j'ai compris. Puis, En fait, et je pense qu'il y a une donnée intéressante que les gens ignorent, c'est qu'à l'échelle mondiale, la majorité des personnes qui vivent avec le virus sont des femmes. Chose semblable. Donc, est-ce que tu me parlais au niveau de la trithérapie, des choix de traitement que tu as eu à faire, puis comment ça t'était annoncé ou comment ça t'était amené, puis est-ce que tu avais des choix, puis comment tu as vécu avec ça? C'était très difficile à mon époque parce que bon, tout le monde mourait. Et puis, j'ai enterré tout le monde. J'ai perdu 3 conjoints. Et puis, c'est épouvantable ce qui peut te passer dans le cerveau à ce moment-là. Avec toute l'information qui était bizarre, qui était biaisée de gauche à droite. Et puis, pour revenir à ta question, ce qui est important, c'est lorsqu'on veut annoncer un traitement à un patient, il est très important de prendre le temps d'expliquer, entre autres, les effets secondaires qui peuvent exister et aussi la possibilité qu'on ne sache pas qu'est-ce qui va se produire à long terme. Donc, pour donner le libre choix vraiment au patient de prendre la décision, est-ce que je vais vers ce traitement-là ou pas? Je
pense que prendre le temps, puis avoir le libre choix aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, puis on le vit encore aujourd'hui. Souvent, on nous impose plutôt des traitements que suggèrent ou donnent. D'avoir une décision claire et partagée sur la prise d'un médicament, c'est pas tout le temps facile. Oui, c'est un fait. Et puis, ce qui est important, c'est sûr que nos pauvres médecins qui nous traitent et qui ont très peu d'espace-temps pour nous traiter. Moi, j'étais très gâté, par contre. Je dois avouer que on a une belle musique On a de la musique en salle. Je pense que la salle à manger a mis de la musique. En fait, on a un petit spectacle, on a une chorégraphie au milieu. C'est en fond de salle, c'est un merveilleux spectacle. Mais, donc, j'étais en train de dire quoi déjà? Tu parlais du choix du traitement. Oui, j'ai été très chanceux. Bon, au début, ça a été très difficile parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. On va sûrement revenir, tu vas sûrement avoir des questions tantôt à Alexandre à me poser, puis à Nicolas. Et donc, je ne vendrai pas la mèche avant l'information. Tu peux vendre des mèches. Tu peux vendre oui, des mèches. donc, j'en perds le fil. Donc, la musique est revenue. Donc, au niveau de la trithérapie, j'ai oublié, mais je suis désolé. Non, c'est pas grave. En fait, j'étais en train de dire quoi? C'était, ben, tu disais que tu avais été chanceux dans ton milieu en fonction de... Oui. Donc, bon, au début, ça a été très difficile, mais j'ai été très gâté parce que je suis suivi à l'URES. Je ne donnerai pas le nom des médecins parce qu'ils vont être débordés. Mais oui, à l'URES, vraiment très chanceux. J'ai toute l'équipe de l'URES et les médecins qui me soignent, et surtout les médecins qui me soignent, c'est vraiment génial. Elle a vraiment pris le temps, l'équipe, de me donner l'information. Puis même si je ne l'ai souvent pas tout compris, même très souvent, ils sont revenus à la charge et puis j'ai fait des erreurs que je vous expliquerai au fur et à mesure de la réunion. Puis à l'URES, ça, c'était dans le cas de ta dernière trithérapie, c'est ça? C'est en 2000. Moi, j'ai 2000. commencé, imaginez-vous, j'ai commencé en 2000 de prendre la trithérapie. Tellement j'avais peur de ce qui se passait. Il y avait tellement de monde qui sont décédés pareil en prenant la trithérapie de l'époque que moi, jusqu'en 2000, j'avais peur de prendre la trithérapie. Parce que j'avais peur d'être malade comme mes amis qui étaient malades. J'avais même dit à des médecins que de mourir du sida, c'était déjà quelque chose. Dans le fond, c'est pas du sida qu'on meurt, mais des maladies opportunistes qu'on vit à cause du rétrovirus. Mais j'ai dit, c'est déjà dur de mourir d'un cancer. S'il faut en plus se taper les médicaments qui vont être encore plus durs que le cancer lui-même, peut-être vaut mieux juste mourir du cancer. Donc, c'était le grand questionnement de mon époque à moi. Puis, étant donné que je suis au tout début de l'infection, bien, ça veut dire que tout le monde mourait autour de moi. Tout le monde est disparu. Et je me suis ramassé pratiquement tout seul. Tous mes amis étaient décédés. Ça veut dire que je les ai accompagnés à l'hôpital, je les ai accompagnés au salon mortuaire. Et puis, moi-même, j'étais infecté des fois de certaines maladies opportunistes qu'ils avaient. Ça fait que c'était très compliqué à prendre une décision sur les médicaments, à suivre mon cours. Et en 2000, je me suis gravement blessé à la colonne et j'avais tellement mal à ma jambe droite. D'ailleurs, je suis toujours à la clinique de la douleur du CHUM, et où c'est merveilleux, je me sens mieux depuis ce temps-là. Mais j'ai commencé à être thérapie à cause, justement, je me disais, déjà que j'ai des maladies opportunistes. Là, mon dos qui ne guérit pas, est-ce parce que c'est le virus qui fait que mon système immunitaire ne permet pas à ma colonne de guérir correctement? C'est que là, j'ai été au CHUM. J'ai vu l'équipe du CHUM en 2000. Puis en 2000, fin 2000, j'ai commencé à être thérapie. Puis, hélas, j'ai été malade pendant 3 ans. Mais vraiment malade. En plein, ce que je ne voulais pas, là, ces produits. Les deux côtés, en haut, en bas, je peux vous parler, paf, comme ça. Dans la voiture, je travaillais sur le client. C'est que j'étais obligé d'arrêter de travailler. Puis, j'avais pas faim. J'étais pas capable de manger. Et tout goûtait mauvais. Tout goûtait l'aluminium. C'est que boire de l'eau, c'était mauvais. Manger, c'était mauvais. Pendant ces 3 ans-là, j'étais encore plus malheureux qu'avant parce que là, j'avais plein d'effets secondaires. Et moi, l'équipe qui s'est occupée de moi à l'URES ont changé ma trithérapie. Et là, ça a été le bonheur total. Mais vraiment le bonheur total. J'ai expérimenté un médicament
et qui a été génial. Pendant 3 ans, je pense que je l'ai pris. Mais hélas, j'ai développé l'ostéoporose. Il y avait un effet secondaire et je faisais partie de ces malchanceux que chez moi, ça a créé de l'ostéoporose. On a dû cesser le médicament que j'adorais parce que là, plus mal au cœur, de l'énergie, bonheur total. Et là, soudainement, on devait me l'enlever pour me donner autre chose. C'est que non, il n'y a pas de trithérapie qui n'a pas un peu d'effet secondaire, mais je suis content aujourd'hui parce que ce que je prends, et il n'y a pratiquement rien. C'est vraiment, j'ai une belle qualité de vie actuellement par rapport à ce que j'ai pu connaître au tout début. Là. Ça l'a vraiment changé. Là, c'est vraiment rassurant. Là. Je peux vraiment le confirmer. Aujourd'hui, la médecine a des choses qui peuvent servir pour avoir une belle qualité de vie. Quand on discutait ensemble, tu me mentionnais que à cette époque-là, ça créait énormément de frustration chez toi, là, justement, d'avoir à prendre des médicaments qui étaient extrêmement toxiques, qui te rendaient malade, tout ça. Quand tu recules rétrospectivement, là, aujourd'hui, tu t'installes dans ta position, puis tu te dis, dans le fond, la science évoluait dans ce temps-là. Est-ce que ça aide un peu à avoir de la résilience avec les mauvais moments que tu as passés dans ces années-là? Ou ça marque à jamais? C'est définitif que je vais rester un dépressif pour le restant de ma vie, probablement. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Mais c'est évident que j'ai eu des moments très noirs. Et puis, même, ça a pris... Je dirais que ça fait 2 ans que ça va mieux, mais surtout depuis qu'on a changé la dernière thérapie que je prends, vraiment, je suis beaucoup mieux. Beaucoup plus d'énergie. C'est évident que par rapport à ce que j'ai vécu, puis que les autres vivaient, et tout aussi ce qui se passait à l'époque, les informations qui arrivaient de gauche à droite, il y avait un complot pharmaceutique, il y avait un complot des médecins, c'était la théorie du complot, la théorie, c'était la théorie du complot, et puis l'information qui nous arrivait d'Internet était vraiment pas juste. Et c'était facile de se laisser influencer. Bien, je dis c'était facile de se laisser influencer. C'est qu'il y avait tellement rien qu'on était prêt à croire rien. Quiconque nous aurait donné de l'espoir, et je l'ai vécu personnellement. Et si je regrette certaines choses parce que j'ai peut-être induit des gens en erreur, mais c'est parce que, dans le fond, on était tous dans l'erreur. On transmettait de l'information qu'on avait. Par contre, je suis quand même assez critique parce que je ne suis quand même pas... je crois pas n'importe quoi. À un moment donné, je me rappelle, une de mes sœurs m'avait demandé, je connais quelqu'un qui a un balancier, puis il va te balancer ça devant toi, puis tu vas guérir. Ça fait que là, je me rappelle, j'avais été, ça coûtait 75 $. Et puis là, il me balance sa corde devant moi, puis là, je regardais ça, puis je me dis, oh non, merde, non, c'est pas possible. Bon, tu fais ça pour ta sœur, là, mais tu ne feras plus jamais ça de ta vie, là, parce qu'il y a quand même une limite à croire n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous dire, c'est ça. À un moment donné, quand il n'y a pas d'autre espoir, vous allez un peu partout, hein. Merci beaucoup, Bernard. C'est vraiment intéressant de t'entendre livrer comme ça. J'ouvrirai peut-être à la salle des questions, des commentaires sur le premier thème de la soirée. Peut-être qu'en ligne aussi, il y a des questions. Donc, gênez-vous pas, ça se veut vraiment une soirée ouverte. J'aurais une question, peut-être une pour Bernard et une pour Nicolas. Pour Bernard, est-ce que l'évolution de la compréhension au niveau des équipes médicales, est-ce qu'il y a encore des mythes qui survivent au niveau de l'équipe médicale? Et pour Nicolas, c'est au niveau de la transmission du virus aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire attention sur différentes choses pour éviter d'attraper ça? Donc, pour la première question que tu me posais, c'est évident qu'au niveau de l'information générale des médecins aujourd'hui, j'ai été opéré à plusieurs reprises. Hélas, j'ai eu des problèmes et Dieu merci que je prenais la trithérapie. Comme ça, c'était plus sécurisant pour ceux qui m'opéraient. Et non, j'ai vu un changement radical. Moi, j'ai vécu où le personnel avait peur de moi. Les gens ne voulaient pas me serrer la main. Mon père lavait la vaisselle avec de l'eau de Javel. J'ai vécu ça en général un peu partout. J'ai perdu de l'emploi parce que j'étais dans des cliniques et des patients m'ont vu, qui ont répété ça à mon employeur. Et j'ai été congédié dans les 2 semaines qui ont suivi, 2 fois.
Ça aussi, ça aide pas. À l'époque, il ne fallait pas que tu sois homosexuel. Il y avait répression policière. En 1974, le maire Drapeau, pour 1976, puis en 1967, il a fait un nettoyage de la ville de Montréal. Les homosexuels, les 1/10 n'étaient pas admis à la ville. Donc, il y avait tout ça. C'était toute une époque là, où ça chamboulait, où ça changeait aussi. Mais aujourd'hui, ça a changé, surtout au niveau médical. Je regarde dans les hôpitaux, partout où on va, maintenant, on a un bon accueil, on n'est pas jugé. C'est parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que je t'ai posé la question, Nicolas. Est-ce que c'est raciste? Là? Est-ce que le virus est raciste? Là? Est-ce qu'il s'en prend juste aux homosexuels ou s'il s'en prend à toute la population, comme tu m'as expliqué tantôt? Je te dis à tout le monde, hélas, c'est encore plus, il y a plus de femmes contaminées que d'hommes. Non, ça l'a changé. En tout cas, en ce qui concerne Montréal, j'ai des amis qui vivent en région, c'est différent. En région, on se cache. On ne veut pas dire dans un village qu'on a le VIH. Puis on ne veut pas dire qu'on est homosexuel. Parce que sinon, s'il y a des gens qui vous aiment, qui sont anti-homosexuels, vous pouvez subir des coups. Puis là, vous êtes dans un village, vous êtes mal pris, là. Donc, non, en région, c'est différent. En ville, c'est mieux. Aujourd'hui, c'est parfait même. Puis pour répondre à votre question sur la transmission, oui, c'est encore un enjeu, évidemment, de limiter la transmission du VIH. Alors, on a toujours les vieux outils qu'on avait déjà il y a 20 ans, à savoir le condom, qui marche très bien. Mais qu'évidemment, il y a beaucoup de gens... et c'est bien normal qu'ils n'ont pas envie de l'utiliser là. Donc il y a des alternatives au condom pour se protéger du VIH. Alors je vais passer l'abstinence parce que ça on va pas en parler. C'est pas une solution qui convient à beaucoup de monde. Mais aujourd'hui en fait pour se prévenir de l'infection par le VIH, c'est ce qu'on appelle la PrEP, ce qui est la prophylaxie pré-exposition. Donc ça consiste en fait à prendre des antirétroviraux avant d'avoir un rapport sexuel ou non protégé. Et donc, si vous prenez en fait une pilule qui contient 2 antirétroviraux juste avant un rapport sexuel et puis dans les 2 jours qui suivent ce rapport sexuel, c'est très efficace contre l'infection par le VIH. Alors maintenant, il y a des personnes en fait qui utilisent la PrEP de manière continue, c'est-à-dire que tous les jours ils prennent une pilule et puis ça prévient encore une fois de manière très efficace l'infection par le VIH. L'autre chose que je voudrais mentionner aussi, c'est que les personnes qui prennent une trithérapie, donc qui vivent avec le virus mais qui prennent une trithérapie, ont des niveaux de virus tellement bas qui ne transmettent plus le virus. Donc en fait, c'est une super stratégie pour limiter les cas de transmission, c'est en fait d'aller diagnostiquer les personnes qui vivent avec le virus, leur donner un traitement efficace, et dans ce cas-là, il n'y a plus de cas de transmission, ce qui est quand même une belle révolution en matière de VIH. Donc oui, il y a maintenant plusieurs outils pour limiter la transmission du VIH. Il y en a d'autres qu'on utilisait beaucoup, en particulier dans un contexte différent du nôtre. On sait que la circoncision limite la transmission, par exemple. Il y a eu des campagnes de circoncision qui ont été faites dans des régions endémiques. Bref, il y a un arsenal de stratégies qui peuvent être mises en place pour limiter ça, mais c'est vrai que les traitements sont maintenant une part importante de ces stratégies de prévention de la transmission. Merci beaucoup à vous deux. Pour une autre question? Oh, Karim. Oui, bonjour. Je trouve ça tout à fait fascinant de voir 2 discours aux teneurs relativement différentes posés sur une même réalité. C'est vraiment incroyable. Et je me pose la question des complémentarités, des synergies. Est-ce que, par exemple, d'un point de vue d'un chercheur dont le travail est un peu plus désincarné que de vivre avec la maladie, en quoi est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut aider, par exemple, avec des essais cliniques pragmatiques? Et de l'autre côté, de la perspective d'un patient, entendre un discours un peu plus scientifique, comment est-ce que ça peut aider son cheminement? Est-ce qu'on s'approprie plus la maladie? Est-ce que ça change le rapport à son corps quand on a un discours plus rationnel par rapport à ce qu'on vit intimement? Tu veux commencer ou... Vas-y, Nicolas. Ok, c'est comme tu veux. C'est clair que c'est toi qui commence. Ben non, ouais, je sais pas. Donc, non, en fait, j'aime bien cette question parce qu'on a souvent l'impression que, quel que soit d'ailleurs notre domaine de recherche, on est assez isolé de la maladie sur laquelle on travaille. Et c'est assez vrai. Dépendamment, en fait, du contexte dans lequel on vit. Par exemple, si on a de la famille, quand on travaille sur le cancer, évidemment, on est tous touchés par le cancer parce qu'on a tous quelqu'un qui a eu un cancer et dont on est proche. Sur les maladies cardiovasculaires, c'est aussi probablement le cas. Avec le VIH, c'est un peu différent. Parce que d'abord, si on en a, souvent on ne le sait pas. Et je suis à peu près certain que même si vous pensez que vous connaissez personne qui vit avec le VIH, en fait, il y en a.
Donc, ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on est assez peu exposé à ça, et en particulier dans les laboratoires. Moi, je suis toujours un peu frappé par le fait que j'ai des étudiants, il y en a qui sont ici aujourd'hui dans la salle, et qui me disent qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui vit avec le virus. Donc, en fait, on essaie de remédier à ça. Là, ce soir, c'est un bon exemple, hein, mais il y a d'autres façons de faire ça. Il y a des conférences qui sont organisées, où il y a des sessions avec des personnes qui vivent avec le virus, qui racontent leurs histoires, etc. Je suis vraiment partisan du fait qu'il faut impliquer les chercheurs dès la plus jeune génération, c'est-à-dire dès qu'ils rentrent dans un laboratoire, les mettre en contact avec la maladie sur laquelle ils travaillent. Je pense que c'est important pour plein de raisons, des raisons éthiques, mais également des raisons de se rappeler pourquoi on travaille là, et se remotiver. Donc, encore une fois, là, je n'ai pas vraiment besoin d'être convaincu de ça, mais je pense qu'on peut faire un meilleur travail encore que celui qu'on fait aujourd'hui. Et le VIH est un bon exemple parce que je peux vous assurer qu'il y a plein de labos dans lesquels, encore une fois, les étudiants ne sont absolument pas confrontés à cette réalité qui est vivre avec le VIH aujourd'hui. Donc voilà. Donc, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, vivre avec le VIH, c'est sûr que c'est une lourdeur. Et puis, pour les chercheurs et les médecins, l'information doit être le plus véhiculée. Et d'ailleurs, tous les médecins, que ce soit généralistes, oui, en parenthèse, pour ce qui est des généralistes, beaucoup de généralistes ne connaissent pas encore vraiment ce qu'est le VIH. Parce que la médication, c'est très lourd à suivre. Moi, j'ai vu des généralistes me dire, j'ai pas de médecin généraliste, entre parenthèses, puis j'ai jamais eu un médecin ici. Je me cherche un médecin de famille. Aussi. Donc, vous avez 2 patients pour un médecin. Donc, les généralistes, souvent, ne savent pas tout à fait comment gérer, à cause de la médication, les effets secondaires. Donc, donner un médicament. Moi, je regarde ma pharmacie et je suis chanceux, je suis béni des dieux pour ça. Autant j'ai eu de la difficulté pendant des années, autant aujourd'hui, tout va bien. Autant l'URES, où ce que je vais, ils ont un département pharmacologique qui va nous renseigner sur les médicaments. Et ils communiquent avec mon pharmacien. Et je suis chanceux, l'équipe de pharmaciens où je vais, ils sont très informés sur les effets entre médicaments. Donc, quand mon médecin me prescrit quelque chose ou un autre médecin me prescrit quelque chose, ils vont m'informer ou ils vont communiquer avec le médecin qui me prescrit telle chose pour le mettre en garde parce que, naturellement, il y a des interréactions avec les médicaments. Donc, c'est très important encore, même encore aujourd'hui. C'est pas tout à fait le bonheur total, mais c'est tellement le jour et la nuit par rapport à ce que moi j'ai vécu dans les années 90 et ainsi de suite, puis surtout le début 2000. Ça a changé, ça a évolué vraiment très rapidement. Il y a des domaines aussi où on voit que, justement, le travail de collaboration comme ça entre les différents intervenants de la santé se fait mieux que d'autres. Moi, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis une personne transplantée, puis dans mon domaine, les médecins se parlent, les pharmaciens se parlent, puis c'est quelque chose qui est extrêmement aidant pour le patient, ça c'est sûr. Tu en as parlé un petit peu tantôt, Bernard, mais j'aimerais revenir sur le fait que je pense que comme toute personne aussi, puis peut-être encore plus en VIH, parce que c'est une maladie qui est extrêmement stigmatisante, comment tu as vécu émotionnellement, personnellement, professionnellement de vivre avec le VIH? Comment ça a pu, ça, venir teinter un peu la personne que tu es aujourd'hui? Mon Dieu, ça a été tellement terrible je viens d'une famille catholique dont certains membres de ma famille étaient de l'extrême droite catholique. Donc, quand on parlait de l'homosexualité chez moi, c'était terrible. Je ne l'avais pas annoncé et pour un, j'allais en enfer. Et pour l'autre, j'étais un moins que rien, j'étais un pervers, un déviant. Puis il fallait que j'annonce à ma famille, j'ai 14 frères et sœurs, il fallait que je leur annonce que je sois homosexuel. Ça fait que ça a été dur. À 19 ans, j'ai fait quelque chose de terrible. Et puis, à l'âge de 21 ans, j'ai fini par annoncer à mes parents, à mon père, que j'étais homosexuel. Ça fait qu'il a mis mes valises dehors pour pas que je contamine les autres. Donc, c'est l'époque. Je me battais contre certains membres de ma famille. Il fallait que je me cache. Il ne fallait pas que j'en parle aux médecins, mais il fallait que j'en parle aux médecins. Il y avait certains médecins qui étaient complètement fermés. Il y avait d'autres médecins très ouverts. C'était l'époque. C'était
vraiment pénible. Et puis, c'est sûr que j'étais très suicidaire et très dépressif parce que pour moi, c'était... Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que c'était... J'avais péché, donc c'était le résultat de mes péchés, que j'avais le VIH. Et puis, des employeurs, des amis hétérosexuels, que je n'osais pas dire que j'étais homosexuel, que je n'osais pas dire que j'avais le VIH. Ça a été très, très compliqué à ce niveau-là, ce que j'ai vécu. Et ça a pris du temps parce que je me souviens, parce que j'ai perdu 3 conjoints en tout avec toute cette histoire-là, et tous mes amis. Donc, c'était mort. Tout le monde décédait. C'était rien que ça, mon résultat. Et moi, j'ai jamais voulu faire médecine. J'étais en hôtellerie. J'étais très bon dans ma profession. Mais j'ai jamais voulu faire médecine parce que, justement, je me disais, je suis pas capable de faire face à dire à quelqu'un un diagnostic épouvantable ou soigner ou donner une injection ou recevoir une injection. Je détestais ça. Et là, je me ramassais à voir des bouteilles de liquide qui coulaient dans les veines de mes amis. J'étais à l'hôpital, j'étais au salon mortuaire, j'étais à l'hôpital, au salon mortuaire. Même à mon époque, là, c'est ce qu'on se disait à un moment donné. J'ai dit, coudonc, on est au salon mortuaire puis à l'hôpital. C'est nos vies, on n'est plus dans les clubs, là, c'est juste ça qu'on fait. Des amis médecins qui sont décédés, tout le monde mourait. Et en 2000, quand j'ai commencé la trithérapie, bien là, c'est ma famille qui a commencé à tomber malade. Ma mère, mon père, ma marraine, mon oncle, ma tante. C'est que tout le monde est tombé malade, Alzheimer. Donc, je suis devenu proche aidant. Donc, je me suis ramassé encore dans cette situation-là, mais toujours avec le VIH. Et là, j'ai été opéré en plus. Là, je me suis tapé 6 opérations majeures à cette époque-là, et toujours avec le VIH. Fait que je dois vous avouer que ça a été très dur pour moi au niveau de ma pensée. Je vais rester meurtri tout le restant de ma vie, ça c'est sûr. Je guérirai pas de... C'est pas que je guérirai pas. C'est la résilience, à un moment donné. J'ai atteint un niveau, à un moment donné, mon cerveau a comme bloqué. Là, je vous parle de ça ce soir. C'est parce qu'ils ont insisté que je vienne témoigner. Il fait un gros spécial ce soir. Oui, bon, c'est sûr que j'ai écœuré l'URES avec mes propos. Ils doivent être tannés de m'entendre. Ils doivent dire pas vrai, pas encore Bernard pas encore qui parle. Bernard. Mais ça se tannait juste avec l'URES. Je suis désolé pour l'URES. Mais, et puis, ils sont fins l'URES, entre parenthèses, parce que je vois un psychologue, naturellement. On pourrait dire peut-être pour les biens du monde, c'est quoi l'URES, l'acronyme? L'URES, je ne connais pas le... Mon Dieu, c'est université. C'est ça, de recherche sur le... C'est ça, soins de santé. Et puis, c'est une clinique spécialisée, si vous voulez, pour le VIH. Et c'est toute une équipe, hein, mais vraiment, psychologue, psychiatre, il y a tout. Il y a tout. Les médecins qui me suivent, le médecin qui me suit, que je ne dis pas le nom pour pas qu'elle soit débordée si jamais tout le monde veut la voir, ce docteur-là. C'est vraiment génial parce qu'il y a tout. Et puis même, elle me fait voir un psychologue parce que naturellement, des fois, je radote un peu. Ça fait que je vais radoter avec ma psychologue pour parler du passé et essayer de l'atténuer pour que je continue ma vie. Mais je suis content des traitements que je prends, vraiment. Et puis, je suis content de l'équipe. Merci, Bernard. Peut-être juste avant d'aller en question, je voulais juste avoir peut-être un peu ta perspective, Nicolas. On l'entend, Bernard a vécu ça pendant toute sa vie, ça fait une 30aine d'années qu'il est atteint du VIH. Mais aujourd'hui, la réalité des gens en clinique, les gens que tu vois, est-ce que ça change la réalité? On a parlé beaucoup de mythes tantôt, mais est-ce que c'est quand même atténué ou ça reste un peu des histoires? Alors, d'abord, il faut que je dise que moi, je ne suis pas clinicien, donc je ne vois pas des patients tous les jours. Là. Moi, je travaille dans un labo, donc les patients que je vois, c'est dans des occasions comme ça, ou dans des conférences, ou par des connaissances personnelles, mais en tout cas, je n'ai pas une pratique clinique. Le deuxième truc qu'il faut que je précise, c'est que moi, je ne suis pas chercheur en sciences sociales. Donc, je peux vous parler de la stigmatisation, du travail que font les autres. Moi, je ne travaille pas là-dessus. Mais plutôt que de parler de ça, je peux peut-être vous donner un exemple qui, pour moi, est assez frappant. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans en Floride. Et à l'époque, on travaillait avec un clinicien local qui voyait beaucoup de patients parce que c'est une région où l'épidémie vraiment galope. Et la maladie, l'infection par le VIH est encore tellement stigmatisée que ce médecin avait ouvert sa clinique, non pas du tout dans la ville, mais vraiment dans la Pampa, là, en Floride, de façon à ce que les patients puissent y aller
sans être sûr en étant sûr de ne pas croiser quelqu'un qu'ils connaissaient au travail, dans leur famille, etc. Et là, on parle de la Floride. Hein. On n'est pas... On parle de la Floride aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Donc, ça vous donne quand même une image de ce qu'est encore la stigmatisation associée à l'infection par le VIH. Donc, comme le disait Bernard, là, et je pense que c'est Bernard qui en parle le mieux parce qu'il le vit, c'est un problème qui n'est pas réglé et c'est une question qui revient dans la bouche de tous les patients à qui on en parle. Merci beaucoup. Donc, on irait aux questions. J'ai vu ici dans la salle. Je ne pense pas que j'en ai besoin, mais... j'ai 2 questions. Ma première question, c'est une question un peu plus scientifique. Vous avez vécu pendant très longtemps avec le VIH sans mourir et sans traitement. Est-ce que vous contrôlez la maladie ou lent? Et est-ce que vous savez si vous avez une génétique qui... Enfin, peut-être que ça va plus vers vous deux, peut-être Nicolas et vous. C'est à moi de vous poser la question, Nicolas? C'est à moi? Un peu aux deux. Je ne sais pas si vous avez participé... C'est évident qu'au niveau de ma survie, sans avoir pris la trithérapie, je dois remercier mes parents et mes grands-parents. J'ai une bonne génétique parce que j'ai réussi à survivre. En parenthèse, je me suis battu pour manger correctement pendant des années. Je ne le fais pas maintenant, c'est épouvantable. J'aurais dû retourner à ça parce que j'ai engraissé. Mais j'ai été passé carrément végétarien. Lavement colonique au café, j'ai tout fait. Hein. Ça m'a coûté une fortune en médecine douce, qui a fait des choses formidables, mais ça, c'est les mythes quand même. Là. Et c'est justement dans les mythes qu'on n'a pas vraiment parlé beaucoup tantôt, c'est qu'il y a plein de mythes qui ont été véhiculés et qui sont encore véhiculés. À un moment donné, c'est sûr que j'ai voulu, pas que j'ai voulu croire, mais à un moment donné, il y avait tellement peu de choses, tellement peu d'espoir. Mais naturellement, j'étais vers la médecine douce, j'étais un peu partout. J'ai expérimenté des choses par moi-même. Et puis, c'est évident qu'aujourd'hui, on le sait, que de bien manger, de faire de l'exercice, n'en va de soi. Vous allez être en meilleure santé que quelqu'un d'autre qui ne fait pas ça. Mais vous pouvez avoir une très bonne génétique puis manger des hamburgers. Vous le voyez, le monsieur orange aux États-Unis... il mange des hamburgers, puis il est encore en forme, puis il est capable de gouverner un pays à sa manière. Donc, vous savez de qui je parle, le bonhomme orange? donc, le monsieur orange arrive à vivre quand même avec ses hamburgers. Donc, c'est pour vous dire que c'est évident que, idéalement, c'est de bien manger, ce que je ne fais pas, mais je l'ai déjà fait. Et c'est vrai que j'ai vu un changement à ce moment-là au niveau de ma santé. Mes cheveux poussaient plus rapidement, mes ongles poussaient plus rapidement. J'étais en forme, j'avais pas de boutons nulle part. J'étais beautiful dans ce temps-là. Mais j'allais manger au Commensal. C'était le début du Commensal, c'est à rue Saint-Denis et Sherbrooke. Et imaginez-vous, je travaillais en restauration. Je partais d'un établissement hôtelier pour aller manger au Commensal. J'étais directeur général de restaurant ou d'hôtel. Donc, c'est pour vous dire, j'avais le budget pour manger où je travaillais et j'allais manger végétarien. Donc, je me suis battu pour essayer de trouver des solutions personnellement, mais ça a laissé les limites quand même. C'est là qu'il faut, à un moment donné, il faut s'informer, il faut être critique. L'Internet, c'est dangereux. On le sait, aujourd'hui, la théorie du complot est terrible. Et puis, je faisais partie de cette époque-là où puis on regarde encore aujourd'hui, ça existe, la désinformation, la mauvaise information. Il y a personne que je pense qui ont fait ça d'une façon malveillante en partant. Mais à un moment donné, il faut être assez capable d'être autocritique pour se poser des questions et de remettre en question ce que vous lisez, et puis d'aller chercher l'information, puis de ne pas se gêner de chercher l'information. Et même si nos médecins nous parlent beaucoup de choses... puis ça, c'est un petit message que j'envoie aux médecins, entre parenthèses. Si vous croyez que des fois qu'on a compris, on n'a rien compris. Il faut répéter. C'est pas, en ce qui me concerne, c'est beau si ça vous convient. Nicolas, est-ce que justement, dans la littérature, il y a quelque chose qui dit qu'il y a des gens qui ont des gènes qui sont, entre parenthèses, meilleurs, mais qui peuvent, comme Bernard, les faire perdurer dans le temps? Oui, absolument. En fait, il y a plusieurs gènes qu'on connaît. On appelle ça des mutations génétiques parce que c'est des gènes qui sont un peu altérés et qui protègent contre l'évolution de la maladie. Donc, il y en a qui sont très bien décrits, qu'on connaît depuis 15 ou 20 ans maintenant. Et si vous avez la chance de les avoir, il y en a certains qui vous protègent contre l'infection. Alors, ceux-là, ils sont rares. C'est à peu près 1% de la population
j'allais dire du Nord, donc il y a peu de chances que vous l'ayez. Et puis, il y a des gènes qui ne vous empêchent pas d'attraper le VIH, mais par contre qui empêchent la maladie de progresser, qui sont une autre sorte de gènes, et qui sont aussi assez rares. Et puis, c'est jamais du 100%. Donc, même si vous avez les gènes, il y en a certains quand même qui évoluent. Et puis, il y a surtout beaucoup de gens qui évoluent pas sans avoir les gènes. Donc, ceux-là, ils sont hyper intéressants parce qu'en fait, c'est des raisons pour lesquelles on n'a pas de marqueurs ou en tout cas de prédicteurs de la non-évolution. Et puis, c'est des gens qui contrôlent leur virus assez bien. Donc, oui, ça existe. Mais, encore une fois, c'est une minorité, là. Merci beaucoup. On irait pour une question en ligne, s'il vous plaît. J'avais une deuxième question, mais je peux pardon. attendre un peu plus longtemps. Si... Non, allez-y, Okay. allez-y. Donc, c'est une question un peu plus sociale. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui se sont infectés à la même période que vous et qui ont eu l'occasion de survivre également aussi longtemps. Et là, je ne sais plus ce que j'allais dire par rapport à ça. Je suis désolée, j'étais Oui, trop si, long. tout à fait. Et donc, ils prennent la trithérapie antirétrovirale maintenant, actuellement. Et je leur demandais si, justement, ils avaient une bonne qualité de vie et s'ils espéraient qu'on trouve quelque chose qui permettrait la rémission des personnes infectées ou si ce n'était pas tellement important pour eux. Et en fait, certains d'entre eux m'ont répondu qu'ils avaient une vraiment bonne qualité de vie actuellement et que pour eux, peut-être qu'en fait, oui, un espoir de rémission, ce n'était pas tant quelque chose qu'ils attendaient parce qu'ils avaient une tellement bonne qualité de vie avec la trithérapie antirétrovirale que peut-être que c'était bien comme ça, en fait. Donc, je voulais savoir un peu quel était votre rapport à ça. Moi, personnellement, c'est évident que je trouve qu'on n'a pas gagné la bataille du tout. Il ne faut surtout pas s'arrêter parce que ça serait dommage. Parce que, exemple, si on découvre que dans 20 ans, ça occasionne des effets secondaires, exemple, les reins se mettent à plus fonctionner, la rate devient dysfonctionnelle, ainsi de suite. Là, je veux dire, ça veut dire que faut pas s'arrêter, il faut continuer parce que ça va évoluer et on peut peut-être découvrir dans 20 ans, 40 ans, des choses qui vont modifier la qualité de vie de certaines personnes. Encore une fois, moi, dans ma famille, on n'est pas chanceux. Au niveau des médicaments, ça fonctionne très bien, mais les effets secondaires, on les a tous. Hein, j'ai 14 frères et sœurs, puis on se plaint tous de la même chose. Si on prend un médicament, on ne lit pas les effets secondaires. On ne veut pas se les mettre dans la tête parce qu'on les verra bien. Et c'est ce que je disais à l'URES. Je ne lis pas les effets secondaires. Quand je les aurai, je vous le dirai. Donc, à ce niveau-là, j'ai perdu le fil de votre question, excusez-moi. Est-ce que c'était si important pour vous oui. D'avoir un espoir de rémission? C'est ça. Donc, pour moi, je considère, et puis c'était une question que j'avais justement face à Nicolas, justement, dans le sens que moi, j'ai eu l'hépatite B il y a longtemps, en 1978. Et puis, je ne peux pas infecter les gens actuellement et je vis très bien. Je vais vivre avec l'hépatite B dans mon sang pour le restant de ma vie, mais elle ne va plus me déranger. Puis je ne dérange personne. Donc, si ça ne dérange pas personne, puis ça ne me dérange pas moi, ben ça n'existe plus pour moi, l'hépatite B. Ce qui m'inquiète avec le virus du VIH, est-ce que c'est un rétrovirus ou un virus? Rétrovirus. Bon, donc OK, bon, c'est un virus, mais c'est ça, parce que moi, c'est toujours dit un rétrovirus. Donc ça, je l'avais bien appris, donc je vais continuer là-dessus. Merci à l'URES. Vous voyez des choses que j'apprends quand même. Donc, en ce qui concerne le rétrovirus, moi, j'aimerais ça qu'on trouve une solution. Idéalement, là, honnêtement, je souhaite pour tout le monde, et moi, ça m'enlèverait le cauchemar que j'ai, vraiment, là, même si j'ai plus de rapport sexuel actuellement. J'ai plus le goût à rien. J'ai 63 ans, ce qui, à quelque part, c'est aussi peut-être l'âge. Puis tous les effets secondaires de certains médicaments que je prends, qui ne sont pas absolument la trithérapie, qui font que ma libido tombe. C'est qu'à un moment donné, c'est pas pour moi absolument, mais je serais tellement heureux de savoir que mes neveux, mes nièces peuvent avoir des rapports sexuels sans être en danger, mes amis, mon entourage, ça soit terminé. Ça, c'est... Tant que ça, on n'arrivera pas à ça, je vais toujours être inquiet. À moins que toi, Nicolas, tu me dises que je peux vivre comme avec l'hépatite B, mais que je ne contaminerai plus personne, et que la recherche va essayer de trouver quelque chose qui va me dire on peut vous rassurer là-dessus.
Ça ne me dérangera pas de vivre avec le rétrovirus à ce moment-là. Bah, en fait, c'est là où on est, et pardon Bernard, mais obligé de partir du cas particulier pour aller vers le plus général. Parce que pourquoi est-ce qu'on essaie de faire mieux que les trithérapies? Chacun a une réponse différente. Donc, généralement, moi, quand j'explique pourquoi est-ce que je travaille là-dessus, je donne 4 raisons principales. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est la stigmatisation. Évidemment, tant on vivra avec le virus, on aura de la stigmatisation. La deuxième raison, c'est que ces traitements, ils ont des effets secondaires, et puis certains à long terme qu'on ne connaît pas encore, et qui vont probablement apparaître avec les années. La troisième raison, c'est que tout le monde n'a pas accès à la trithérapie, malheureusement. Pour des raisons logistiques ou pour des raisons de coût ou d'autres. Et puis, la quatrième raison, c'est simplement le coût aussi de la trithérapie, et pas seulement de la trithérapie d'ailleurs, c'est le coût en fait de l'infection par le VIH. Bernard l'a dit tout à l'heure, vivre avec le VIH, c'est pas vivre normalement, pas encore. Et en fait, ça l'était surtout même pas dans le passé, mais en fait, ce qui coûte très cher, c'est que c'est les personnes qui vivent avec le virus, et je ne veux pas parler pour Bernard qui est là, mais c'est en tout cas ce qui ressort des études qui ont été faites, et en particulier au Canada, une grosse partie des coûts de l'infection par le VIH est due au fait que ces gens-là vivent mal, donc ils ont des arrêts de travail fréquents, donc ils quittent leur boulot, c'est un ensemble, je veux dire, c'est pas juste le traitement, mais une personne qui vit avec le VIH, c'est pas une personne à qui on donne une pilule en disant c'est réglé, ton problème est réglé, c'est pas comme ça que ça marche là, donc c'est plus compliqué que ça. Donc, il y a de très bonnes raisons d'essayer de faire mieux que les trithérapies. Je voudrais quand même donner une note d'espoir, parce que hier, en fait, on a fêté un anniversaire important. On a fêté l'anniversaire de ce qu'on appelle maintenant le patient de Lisbonne. Alors, ils lui ont donné un nom. Et le patient de Lisbonne, c'est une personne qui vit avec le VIH et qui a fêté ses 100 ans hier. Et c'est le premier centenaire qu'on a, ou en tout cas qui s'est déclaré. Voilà, et c'est quelque chose qu'on va voir évidemment de plus en plus à l'avenir, mais qui évidemment nous fait comprendre que la maladie qu'il y avait il y a 30 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Mais encore une fois, avec une limite, c'est que le patient de Lisbonne, il est à Lisbonne, donc il a accès au traitement, et puis voilà. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de monde, malheureusement. Grâce à la recherche, tout ça, c'est merveilleux. Donc, on va aller peut-être à la question en ligne. Oui, merci Alexandre. Ça va faire le pont justement entre ce que vous êtes en train de dire et la question de Mathieu. Et bonjour, est-ce que les traitements de prévention tels que la PrEP sont disponibles seulement dans les pays développés ou bien il y a des programmes suffisamment financés pour avoir un impact dans les pays sous-développés ou en développement? C'est très injuste, entre parenthèses. Je dois avouer que je suis privilégié d'être à Montréal, mais vraiment privilégié. Définitivement, le Québec, à ce niveau-là, on est très avancé. Je crois que culturellement, on est très sensible. C'est le fait d'être français, probablement, qui fait qu'on a une sensibilité et qu'on essaie d'aider son prochain. Mais c'est terrible, j'imagine, aux Africains, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, aux États-Unis même, les traitements ne sont pas accessibles. La majeure partie des gens n'ont pas ça. C'est terrible. Le coût des médicaments. Moi, ce qui me choque comme patient, c'est... Je comprends que la recherche, c'est très coûteux. Je comprends que certaines entreprises veulent faire du profit. Mais y a-t-il un moyen pour certaines entreprises pharmaceutiques de restreindre un peu ces profits parce qu'à quelque part, pour permettre à la planète entière de recevoir des médicaments? Ça me fait un peu de la peine pour ça, c'est que je trouve qu'il y a des gens qui sont pris, il y a plein de pays qui sont pris à la gorge, qui ne peuvent pas soigner leurs gens. Puis ça éviterait de contaminer. Si on soignait les gens à travers la planète, on arrêterait de contaminer les autres personnes. Donc, on arrêterait d'être soi-même contaminé. En fait, ce que je peux ajouter par rapport à la PrEP, là, moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du domaine de la PrEP, donc je vais vous répondre avec les connaissances que j'ai. Il y a des programmes de PrEP subventionnés dans des études cliniques dans des pays dits en développement, là, donc puisque la question portait sur ces pays-là. On s'entend pour dire que pour l'instant, il n'y a pas de programme de PrEP nationaux à grande échelle sur le continent africain là, qui permettrait à tout le monde de prévenir l'infection. L'urgence, là, pour ces pays-là, c'est de traiter les personnes infectées. Et on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, il y a 40% des personnes à travers la planète qui ont besoin d'une trithérapie et qui n'en ont pas.
Donc, il faut évidemment commencer par donner des pilules aux gens pour... en fait, c'est un peu dommage aussi de dire il faut d'abord, parce qu'en fait, il faut les deux. Donc, il faut les deux. Évidemment, il faut traiter les personnes qui vivent avec le virus, mais il faut aussi prévenir les nouvelles infections. Et la PrEP, pour ça, est très efficace. Je voudrais quand même faire un point, c'est que oui, au Québec, on a la PrEP, et la PrEP marche. Mais la PrEP, elle exige quand même un copay. Donc, les gens qui prennent la PrEP, ils doivent quand même payer 90 $ par mois pour la prendre. Donc, ce n'est pas entièrement gratuit pour quelque chose qui est très efficace. Et un deuxième problème qui nous a été révélé la semaine dernière, on avait la conférence des journées québécoises du VIH, et un des médecins, bien connu de Montréal, nous a donné cet exemple d'un jeune garçon qui avait 15 ou 16 ans, je ne me souviens plus, qui avait eu 30 partenaires dans les 3 derniers mois, etc., et qui était sur l'assurance de ses parents, donc impossible de lui donner la PrEP, et il est revenu 2 mois après séropositif. Donc en fait, on a besoin de programmes pour ces cas exceptionnels. D'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ne peuvent pas payer 90 $ par mois pour avoir une PrEP, c'est cher. Et ensuite pour des enfants ou des jeunes adolescents qui sont sur les assurances de leurs parents et qui n'ont pas accès à ces médicaments-là, et dont on sait en fait qu'on va les laisser repartir et qu'ils vont revenir avec un test positif dans les prochains mois. Donc là, c'est évidemment des décisions politiques qui nous échappent, mais en tout cas, c'est des choses dont il faut parler, parce qu'évidemment, plus on en parle et plus ça fait bouger les choses. Merci beaucoup. Il y a une autre question peut-être au fond, Oui. avant qu'on passe au prochain thème. Bonjour. D'abord, merci beaucoup Bernard d'être ici. Vraiment, ça me touche beaucoup. J'aurais une petite question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une fausse sécurité justement chez ces jeunes avec la trithérapie, etc.? Est-ce qu'ils ne se sentent pas, en fait, oh ben, c'est pas grave, on n'a pas besoin de se protéger, de toute façon, il y a la trithérapie. Est-ce qu'il y a une recrudescence chez ces jeunes-là ou est-ce qu'on ne voit rien, il n'y a rien de différent? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de venir ce soir parler un peu de ce que j'avais vécu. Et c'est surtout Nicolas qui ne va pas répondre à ta question. Mais en ce qui me concerne, c'est mon inquiétude, justement. Il y a assez que moi, je l'ai vécu, que j'ai vu tellement de monde décéder de ça, que ça m'inquiète de voir, justement, l'insécurité que ça peut créer, parce que ça crée une sécurité, et dans le fond, ça peut permettre n'importe quoi et n'importe qui, et n'importe quand. Et ça va juste alourdir le système de santé, parce que ça crée une fausse protection. Mais c'est ça. Vous savez, c'est comme les deux qui ont découvert qu'ils étaient négatifs au VIH. Un en Angleterre et un autre, je ne sais pas, qu'on pense qu'ils sont guéris. J'ai tellement vécu ça aussi, des faux espoirs, où ce qu'on croyait... J'ai cru, moi, longtemps que j'étais guéri à un moment donné, là. Et dans le fond, je ne l'étais pas. Donc, j'ai tout vécu ça. C'est sûr qu'à 63 ans, entre ce que j'ai vécu à 30 ans et ce que je vis aujourd'hui, ben, c'est évident qu'il y a 30 ans de recul. Donc, j'ai pu voir plein de choses, puis plein de faussetés, plein de choses qui ont été véhiculées et des fausses sécurités. Donc, non, il ne faut surtout pas baisser les bras. Non, il faut rester très à l'alerte. Et aussi, il faut que les gens aillent consulter le plus rapidement possible. Surtout qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aller consulter. C'est moins embarrassant, c'est moins lourd. La trithérapie est moins difficile à prendre, mais il ne faut pas s'en servir comme une sécurité absolue, là. Ça serait terrible d'aller dans cette option. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Bernard. Là, je pense que vous avez raison. C'est vrai que on considère, et on a raison de considérer qu'ici au Québec, le VIH diagnostiqué n'est pas une maladie mortelle. C'est vrai. C'est plus une maladie mortelle. Est-ce que c'en est une maladie chronique anodine? Certainement pas. Enfin, il y a beaucoup de gens dans la salle qui pourraient vous parler de ça mieux que moi, là. Mais je ne connais pas une personne qui vit avec le VIH et qui me dirait je vis avec le VIH comme je vis avec, je ne sais pas quoi... J'ai pas de bon exemple, là, mais, mais disons que ça n'est jamais anodin, quoi. Juste une petite parenthèse, vite, Alexandre. J'ai fait un commentaire tantôt, puis ça semblait un peu restreint, puis je ne voudrais pas passer pour quelqu'un d'intolérant. Lorsque j'ai dit que nous étions chanceux parce que nous sommes francophones, je ne veux pas dire que nos anglophones ne sont pas corrects, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il faut tellement faire attention politiquement, ça peut être mal interprété. Donc, c'est notre côté latin, ce que je veux dire, qui est très familial, très amoureux, très de compassion, qui fait que je suis content d'être francophone à Montréal, et, parce que c'est grâce à tout le monde, autant aux anglophones, à allophones, et ainsi de suite, mais c'est ce côté francophone protecteur
très famille et qui fait qu'au Québec, on est très gâtés d'être soignés pour le VIH. J'aimerais pas être en Afrique ou dans un pays comme la Russie ou des choses semblables où on pourrait être déjà les homosexuels. Vous savez, les droits des homosexuels, en parenthèse, reculent partout. Hein? C'est que moi, je me suis battu pour que ça soit toléré, accepté, et je suis terrifié quand je vois la télévision et que je vois les droits des gens qui reculent et que ces gens-là, s'ils sont malades, ben ça va être terrible. Comment aller expliquer à un médecin là-bas, je voudrais être soigné pour le VIH? Mais justement, je pense que ça nous fait passer au dernier thème, la guérison. Je me demandais, Nicolas, si aujourd'hui, en 2019, justement, est-ce qu'on peut parler de guérison du VIH? Alors, Bernard l'a un peu évoqué tout à l'heure. À présent, on considère qu'il y a 2 personnes sur Terre qui ont été guéries du VIH. Une qui s'appelle le patient de Berlin, son vrai nom c'est Tim Brown, et puis on le connaît. Et ça fait déjà plus de 10 ans, en fait. Et puis le second cas plus récent, qu'on appelle le patient de Londres, d'il y a juste 2 mois. Dans les 2 cas, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ces 2 personnes qui donc ont vécu avec le VIH et qui aujourd'hui, en tout cas, n'ont plus de traces détectables de leur virus, ont eu recours pour ça à des procédures qui sont absolument infaisables. Et je voudrais donc passer juste 1 minute à expliquer ce qui s'est passé chez ces 2 personnes. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ils ont été diagnostiqués avec un cancer du sang qui a nécessité une greffe de cellules souches. Et c'est une intervention, en fait, qui nécessite une préparation du corps, où il faut en gros enlever le système immunitaire existant pour le remplacer avec un nouveau système immunitaire. Puis l'idée de génie du médecin, du patient de Berlin à l'époque, c'était de prendre les cellules souches d'un donneur qui était naturellement résistant à l'infection par le VIH, celui dont on a brièvement parlé tout à l'heure, le fameux 1% de personnes. Donc il a trouvé un donneur il a pris ses cellules et il a reconstitué le corps de cette personne infectée par le VIH avec ça. Et puis le patient de Berlin a survécu, le patient de Londres aussi, et puis quand on a arrêté leur trithérapie, le virus n'est jamais revenu. Probablement parce que les cellules dans lesquelles le virus se cachait avaient été tuées, et puis même si le virus était encore là, il n'avait rien pour pousser puisque les cellules sont résistantes à l'infection. Ce qui est important en fait, c'est que dans ces 2 cas, les interventions que ces patients ont dû subir sont associées à 40% de mortalité, en gros. Donc, si on vous laisse le choix entre une pilule par jour jusqu'à la fin de vos jours ou une intervention qui a 40% de chance de vous tuer, je ne veux pas parler pour les patients, mais j'en connais pas beaucoup qui diraient on va y aller pour le 40%. Là. Donc, c'est des cas exceptionnels qui, en fait, créent un espoir parce que c'est une preuve de concept que oui, c'est faisable et que oui, on peut se débarrasser du virus. Après, est-ce qu'on va reproduire ça là? Absolument pas. On ne le souhaite à personne. Donc, ils avaient besoin de cette greffe pour soigner leur cancer et ils sont guéris de leur cancer. Il y a d'autres cas d'ailleurs, enfin pas beaucoup, mais plusieurs cas maintenant qui sont rapportés, qui ont subi la même procédure et qui sont morts. D'autres chez qui le cancer est revenu. Donc, je veux dire, ça marche de façon très rare. Et évidemment, comme c'est rare et exceptionnel, ben, on en parle beaucoup. Peut-être trop, d'ailleurs, en particulier pour ce patient de Londres, puisque ça n'est finalement que le 2e. Ça reste exceptionnel. Pour nous, chercheurs, c'est une motivation supplémentaire, parce que ça veut dire que oui, c'est possible, mais c'est clairement pas ce vers quoi on tend, là. Clairement pas. Si j'ai encore 1 minute, je vais peut-être juste parler un peu justement de ce qu'on essaie de faire, qui nous semble un peu plus... On n'a pas parlé de ton programme de recherche. Oh, c'est pas grave. En fait, c'est pas de mon programme dont il faut parler. Là, dont il faut parler, c'est ce qui se fait à travers le monde. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, il y a 2 possibilités pour essayer de guérir du VIH. Ou ce qu'on appelle, c'est un mot très laid, mais c'est un anglicisme même, ce qu'on appelle la guérison stérilisante. Donc, c'est-à-dire où là, on va enlever tout le virus du corps. Donc ça, c'est la guérison rêvée. On va réussir à se débarrasser de toutes les cellules dans lesquelles il reste du virus. Et puis, il y a une autre guérison qu'on appelle la rémission ou la guérison fonctionnelle qui ressemble plus à un modèle de cancer où, en gros, on dit on vous a débarrassé du maximum de virus et votre système immunitaire le contrôle pendant X années. On pense qu'il ne reviendra pas, mais on n'a pas de garantie complète. Donc, ce premier type de guérison, la guérison stérilisante, la guérison rêvée, on sent que ça va être très, très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que le virus se cache à peu près dans toutes les cellules, en tout cas dans tous les organes du corps, y compris probablement dans des tissus très profonds, peut-être même dans le cerveau. Donc, trouver des médicaments qui vont aller tuer ces cellules dans ces tissus profonds, ça va être compliqué.
Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, enfin pas nous, mais beaucoup d'équipes à travers le monde, c'est plutôt le deuxième modèle, c'est-à-dire réduire la quantité de virus au maximum, renforcer le système immunitaire, et puis en espérant qu'on va en fait changer l'équilibre en faveur du système immunitaire plutôt qu'en faveur du virus. Donc, il y a plein de stratégies pour faire ça, et c'est là-dessus qu'on travaille dans mon labo. Donc, ça serait comme le principe d'avoir ça serait comme si moi, je vis avec l'hépatite B et je suis contagieux et puis j'en suis plus malade. Donc, je serais capable de vivre avec le rétrovirus, mais sans contaminer personne, sans plus m'inquiéter de contaminer personne et sans m'inquiéter d'avoir des maladies opportunistes dû à un système immunitaire qui descend. Alors, c'est en fait tout l'enjeu. C'est une bonne question. C'est qu'en fait, qu'est-ce que veulent les patients? Je pense qu'on va demander à Bernard après ce qu'il veut. Là. Et encore une fois, là, il y a une variété de réponses. Parce que pour certains, l'enjeu principal, c'est de ne plus être malade. Pour d'autres, l'enjeu principal, c'est de ne plus transmettre. Et puis parfois, on a l'un pas l'autre, ou en tout cas, on imagine qu'on pourra avoir l'un ou pas l'autre. Donc, ce qu'on voudrait, évidemment, c'est avoir le tout. Mais ce qui est un peu compliqué. Mais en fait, ça pose vraiment des questions éthiques, parce que si, en effet, on vous donne un traitement qui vous empêche d'évoluer vers la maladie, et c'est sûr, vous ne ferez jamais un sida, et vous allez vivre avec le virus en le contrôlant, mais on n'est pas sûr que vous n'allez pas transmettre, est-ce que c'est satisfaisant ? Je ne sais pas. Ça, encore une fois, ça dépend des gens. L'inverse, on vous trouve un traitement qui, c'est sûr, ça ne va pas transmettre, mais par contre, peut-être que ça va attaquer vos organes profonds, d'autres, sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que ça sera acceptable ou pas? Donc, en fait, on est encore un peu dans ces questions-là, qui sont des questions très importantes, là, mais où il n'y a pas de réponse parfaite. C'est un petit peu la dernière question, en fait, que j'avais avant de, justement, aller aux questions en salle. Mais je me demandais, Bernard, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, justement, pour la suite? Qu'est-ce que toi, justement, t'aimerais? Puis... Ben, moi, c'est évident que, comme j'ai dit un peu tantôt, si on me trouve quelque chose... Idéalement, c'est qu'on soit capable de le sortir de mon corps complètement, puis qu'il disparaisse carrément de la planète, qu'on soit capable, à peu de frais, soigner tout le monde à travers le monde, que cette médication-là soit disponible à tout le monde. Et sinon, si on me dit que je suis capable de vivre avec, mais je ne suis plus dangereux pour personne, et que c'est plus dangereux pour ma santé, mais qu'il reste une marque dans mon corps, comme il y a plein de rétrovirus, des virus, des bactéries, des salopés que j'ai dans mon corps, des champignons, et ainsi de suite, qui font partie de la vie, parce que c'est ça d'être un être vivant, c'est que tout le monde veut vivre. Mais tant que je suis capable de vivre ma vie pareil, que je suis capable de contrôler les champignons dans mon corps, je suis capable de contrôler les rétrovirus, que mon système immunitaire est capable, et que je ne détruis pas la vie des autres, ben ça serait parfait pour moi. Je m'en fous que ce soit un virus qui reste ou un virus qu'on fait disparaître. Tout ce que je veux savoir, c'est que je ne mette plus personne en danger et que ça ne me mette plus en danger. C'est ce que je souhaite. Merci énormément, Bernard, pour ce partage avec nous. C'est très, très riche, très touchant. Donc, je voudrais en fait ouvrir à la discussion parce que je pense qu'on va certainement avoir plusieurs commentaires. On a déjà une question ici. On vous apporte un micro. Oui, Mireille va vous apporter un micro. En fait, oui, pour être un peu cynique, c'est sûr que le marché du VIH de type 2 est moins large que le marché du VIH de type 1. Il y a moins de personnes qui vivent avec. Je ne suis pas sûr que ce soit l'unique raison. D'abord, on a quand même des antirétroviraux, pas tous, mais certains qui marchent sur le VIH de type 2, donc on peut traiter ça. L'autre chose, c'est que le VIH de type 2 est en général moins pathogénique que le VIH de type 1. Donc, il a une évolution plus lente et puis une mortalité moins grande que le VIH de type 1. Donc, en matière de recherche, en fait, c'est drôle. Parce que là, en ce moment, il y a plusieurs études qui sortent sur le VIH de type 2. C'est un virus, c'est vrai qu'on a un peu délaissé.
Je ne sais pas si c'est un problème de financement de la recherche, là, honnêtement, j'en sais rien. Je pense que le truc, c'est qu'il est évidemment moins répandu, et comme moins pathogénique, et il avait peut-être moins de priorité que le VIH de type 1. Non, en fait, c'est 2 virus différents qui viennent de 2 singes différents. Donc, c'est 2 événements de transmission indépendants. D'autres questions dans la salle? Merci, un grand merci à tous les deux. D'abord, je vais poser une question qui est bien plus large, ou vous demandez de réagir sur une question qui est bien plus large, mais qui est reliée à tout ce que vous venez de dire. On se projette dans 100 ans. On a découvert un vaccin efficace. On a des programmes de vaccination. Mais le mouvement anti-vax est tellement fort que les programmes de vaccination ne sont pas implantés de manière suffisante et on voit une résurgence du virus. Ça pourrait arriver. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Moi, j'ai fait partie de cette école à un moment donné où ce qui est... Non. Je veux dire, je suis toujours resté relativement cartésien au niveau de se faire soigner. Mais c'est évident que j'ai vécu par l'Internet, j'ai vécu par des gens, j'étais, comme je vous ai dit, en médecine douce. Il y a des gens qui étaient carrément anti-vaccins, mais d'une façon farouche. Je l'ai vécu, même à un moment donné, j'ai eu une petite tendance à me dire c'est peut-être pas bon, c'est dangereux de prendre les vaccins. Mais il y a quelque part, il est plus dangereux de ne pas se faire soigner. C'est plus coûteux, en fin de compte, si on regarde les choses très clairement. Ça appartient à tout le monde de s'informer, mais c'est évident qu'il faut diffuser l'information et il faut essayer faut pas essayer, il faut tout faire pour détruire les mythes, les faussetés. Et puis, sans insulter ceux qui croient que c'est pas, que c'est pas bon, mais de les amener à comprendre pourquoi l'importance de si vous le faites pas, le coût va être beaucoup plus élevé. Donc, à quelque part, les vaccins sont indispensables. Oui, il y a un risque à tout. Hein. Quand on prend un médicament, il y en a qui sont chanceux, ils n'ont pas d'effet secondaire jamais. Donc, vous pouvez donner un vaccin à 100 000 personnes et puis tout le monde va bien, puis demander, oh, puis il y en a un qui développe un problème. Mais on va-tu empêcher de donner le vaccin pour le bien-être? Voyez, moi, je prends le vaccin pour la grippe. Je l'ai eu, la grippe, cette année. Je l'ai eu bien d'aplomb cette année. Mais ça faisait des années que je prenais le vaccin et que j'avais plus la grippe. Mais cette année, j'ai eu la grippe parce que c'est très difficile de faire un vaccin, qu'on soit sûr qu'on ait le bon médicament pour les bonnes infections qui sont tendance en Chine ou en Inde, parce que dans le fond, c'est un peu de la mode, la grippe. Donc, on y va par mode d'où vient le problème. Puis, les chercheurs essaient de produire un vaccin qui va essayer de couvrir le maximum. Mais des fois, on n'a pas la bonne solution. Est-ce que je vais en vouloir l'année prochaine au vaccin? Je ne vais pas prendre le vaccin. Moi, je l'ai vécu. Je me suis battu contre cette idée-là que les vaccins... parce que, regardez, la polio, tous les vaccins qu'on a eus, la rougeole, qui revient, entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pays que les gens n'ont pas le vaccin pour la rougeole. Puis on arrive en Amérique où ce qu'on avait presque éliminé la rougeole, et là, la rougeole réapparaît. Donc, puis aussi, on voyage beaucoup. Donc, on peut venir d'un endroit où la rougeole est en pleine rage, et vous revenez dans un avion et vous contaminez tout le monde dans l'avion, et puis vous débarquez de l'avion et là, vous contaminez. Donc, s'il n'y a pas de vaccin pour nous protéger, il y a toujours un petit prix à payer à quelque part. Il y a toujours un risque. Ce n'est pas possible, le risque zéro. Ça n'existe pas en rien d'ailleurs. C'est qu'il faut se battre contre ces mythes. Parce que c'est un mythe, c'est une grave erreur, puis c'est tellement dangereux de laisser ses enfants mourir de la rougeole ou de quelque chose qu'on aurait pu carrément contrôler. Même si, oui, il peut y avoir un cas sur tant qui peut développer quand même, que j'ai eu la grippe cette année, mais j'ai tellement eu de bienfaits à prendre les vaccins
que non, c'est mieux de prendre le vaccin, puis se battre pour essayer de contrer cette mauvaise information. Moi, je veux juste ajouter que, en fait, si on a un jour un vaccin contre le VIH, et j'espère qu'on l'aura, j'espère. Pour l'instant, en fait, c'est assez intéressant, mais on n'a pas vraiment de vaccin qui fonctionne contre des maladies virales chroniques, c'est-à-dire des virus qu'on garde toute notre vie. Contre l'hépatite C, on n'en a toujours pas. Alors maintenant, on a un traitement pour l'hépatite C, donc on peut se débarrasser du virus une fois qu'on l'a attrapé. Avec le VIH, si vous n'avez pas le vaccin et que vous êtes exposé au VIH, même si vous prenez des traitements, le virus, vous allez le garder toute votre vie. Donc moi, je pense que cet argument est assez fort. C'est-à-dire qu'on aura un vaccin qui prévient une infection persistante, ce qu'on n'a pas aujourd'hui là. Donc je pense qu'il y aura toujours des anti-vaccins pour dire on ne va pas le prendre là, mais ce qui est intéressant avec ce virus-là, c'est qu'une fois que vous l'avez, c'est terminé, vous l'avez pour toujours. Contrairement à la rougeole, où vous pouvez éliminer le virus, etc. Le VIH, c'est pour toujours. Je pense que c'est un argument fort aussi en faveur des vaccins. Après, encore une fois, c'est vraiment de la fiction. Là. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra, mais on voit en tout cas aujourd'hui que même avec des vaccins efficaces qui marchent bien et qui ont des profils de sécurité très bons, il y a encore des problèmes de couverture vaccinale. Le modérateur se permettra un commentaire. J'ai l'impression, je ne sais pas en fait, je ne sais pas si on faisait un sondage sur les gens qui sont anti-vaccination, mais c'est quoi le pourcentage des personnes dans le groupe qui seraient atteintes de maladies chroniques? Mais je pense qu'à partir du moment où on a vécu une maladie chronique toute notre vie, puis qu'on voyait un jour un vaccin contre ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait contre aussi d'y aller. Là. On avait une autre question ici. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis hémophile. J'ai été très chanceux parce que j'ai été diagnostiqué juste après les dernières infections. Donc, je connais des amis hémophiles de mon âge qui ont été infectés, mais j'ai été très chanceux de ne pas l'avoir été. Mais pour la petite histoire, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie que les gens disent « Ah, mais c'est contagieux ça, attention », parce qu'ils associaient VIH avec hémophilie dans les nouvelles de l'époque à cause du sang contaminé. Mais en fait, ma question, c'était peut-être plus pour Nicolas. C'était qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'hémophilie, on parle maintenant beaucoup de thérapie génique pour éventuellement aller vers une guérison de l'hémophilie, mais c'est toujours les mêmes enjeux, c'est le coût, etc. Mais il y a des nouveaux traitements, je pense les traitements de thérapie génique les plus prometteurs se font à l'aide du rétrovirus, où on vide. Là, je suis pas scientifique, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on vide le virus et on met le gène dedans. Et en fait, c'est parce qu'il y a une particularité qui fait que c'est ça qui fait que le gène va demeurer dans le foie, je crois, et continuer à produire le facteur de coagulation. Donc, je trouve ça quand même fantastique que le même virus qui a tué tant d'hémophiles est maintenant potentiellement ce qui va sauver les futurs hémophiles. Et donc, il y avait ça, plus un commentaire, mais aussi une question sur est-ce qu'il y a d'autres utilisations du virus que vous connaissez comme ça, où en fait, il peut être mis à bien, si on veut? J'aime bien cette question parce qu'en effet, c'est un côté positif du VIH. Alors, je ne vais pas répondre pour l'hémophilie, qui n'est vraiment pas mon domaine, mais vous avez raison. En fait, on peut utiliser les rétrovirus, et en particulier le VIH, pour aller réparer des gènes qui ne marchent pas bien. Et pourquoi il est capable de faire ça? Parce que l'une des caractéristiques des rétrovirus, et donc du VIH, c'est d'aller insérer son génome, à lui, dans la cellule qui l'infecte. Donc, si je vous infecte avec du VIH, le génome du virus va aller dans vos cellules et va s'intégrer dans ces cellules et rester là et devenir comme un gène naturel, j'allais dire, qui était déjà là depuis toujours. Donc, on peut utiliser cette technologie-là, comme vous le dites, là, pour essayer de réparer des gènes. Pour l'instant, on fait ça super bien au labo. En fait, on utilise beaucoup les lentivirus ou les rétrovirus pour faire ça dans des cellules et puis aller leur donner un gène qu'on voudrait voir exprimé. Chez l'humain, il y a des essais en cours, en fait, pour certaines maladies génétiques où on pense pouvoir réparer. Et oui, c'est un côté positif du virus qu'il va falloir regarder au cours des prochaines années. Ouais. Il y a une question. Je vais juste, entre parenthèses, ce qui est important des chercheurs aussi, c'est de chercher. Et même quand vous cherchez, si vous ne trouvez rien, ça va déjà évoluer dans la recherche parce que vous avez déjà expliqué à vos confrères, je ne cherche pas là, parce que j'ai cherché et il n'y a rien. Donc, c'est un gain. Il n'y a pas de perte à la recherche. Et c'est important que la recherche continue, justement. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer, c'est à tâtons et par curiosité et par développement.
Et puis c'est par essai et mauvais essai et bon essai qu'on finit par trouver des solutions à plein de problèmes. Je crois, Nicolas, que c'est à peu près ça, non? Au niveau de la recherche. Ça, et merci de le préciser. On a parlé un peu de ça avec Bernard juste avant ce soir. Là, et puis on parlait du fait que parfois on cherche et on ne trouve pas. Mais en fait, quand on ne trouve pas, on trouve quand même. Et l'autre aspect, en fait, dont on parlait un peu, et puis je ne vais pas mettre des mots dans la bouche de Bernard, là, mais j'expliquais à Bernard qu'il y a plein de découvertes qu'on a faites qui étaient, j'allais dire, inattendues, et en particulier en recherche fondamentale, et qui sont qui ont des applications en fait aujourd'hui hyper importantes. Donc, penser qu'il faut faire que de la recherche qui va avoir une application immédiate, à mon avis, je pense, là, mais je parle pour moi, je pense que c'est une erreur parce que beaucoup des choses qu'on a découvertes, en fait, venaient vraiment de ces protocoles de recherche très, très, très fondamentaux. Donc, c'est important de continuer à faire aussi des choses dont on ne voit pas une application immédiate. Ouais. On a une question au fond de la salle. Oui, bonjour. Je pense avoir vu dernièrement qu'il y a une campagne de dépistage pour le VIH et l'hépatite C à l'urgence. On nous propose, si on est volontaire à participer à ça, est-ce que vous faites partie de cette investigation-là? Alors non. En fait, il y a 14% des personnes qui vivent avec le VIH au Québec qui n'ont pas été diagnostiquées. Donc, c'est important en fait de continuer à faire ce genre de dépistage. Évidemment, dans les populations les plus ciblées, mais pas seulement. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, là, c'est pas un virus qui s'attaque c'est un virus qui est plus répandu dans certaines communautés, mais disons qu'il infecte tout le monde. Et donc, évidemment, moi, je trouve que c'est toujours une très bonne initiative de proposer des dépistages. Il y a aussi des dépistages anonymes. Le dépistage peut être gratuit. C'est assez facile de se faire dépister et c'est important de le faire. Et je suis content de voir qu'il y a des campagnes qui font ça pour VIH et hépatite C. Il y a un groupe que je serais intéressé de parler, c'est Vitavi, qui est un truc sur l'Internet que vous pouvez aller chercher de l'information. Donc, quelqu'un qui a peur, comme moi j'avais peur à l'époque, de parler de ça à mon médecin, de parler de ça à ma famille, parce que tout le ressac, en tout cas, moi je viens d'une époque où c'était terrible, là, puis que ça s'est amélioré. Il y avait des parties qui ça allait bien pour certaines personnes, mais il y avait d'autres personnes qui le vivaient très mal. Donc, dépendant où vous étiez au Québec, il y avait encore cette situation-là. Puis comme je vous dis, ce que moi je vis aujourd'hui, puis ce que les gens vivent en région, c'est terrible. Nos amis des Premières Nations, c'est terrible ce qu'ils vivent. Donc, ça, c'est une autre chose, ça, c'est un autre débat, ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a des gens malheureux, c'est terrible. Mais je voulais... à quoi je voulais en venir, mon Dieu? Je voyais, je perds le fil. Ah oui, c'est ça, Vitavi. Donc, c'est un programme où ce que vous pouvez aller chercher de l'information sur Internet qui va vous expliquer plein de choses. Vous pouvez y aller... Donc, vous savez, Internet, aujourd'hui, ils sont tous là-dessus, là. Donc, pour ce qui est les plus jeunes ou en région, vous avez peur d'en parler avec un médecin, vous avez peur d'en parler avec des amis. Donc, c'est quelque chose, c'est un nouveau programme de recherche qui est fait ici au CHUM. Et puis, c'est génial parce que vous pouvez aller questionner, vous pouvez avoir l'information. Ils sont en train de travailler sur le site. Moi, j'aimerais ça que ce site devienne actif, réactif, où il y aurait quelqu'un qui répondrait. Là, aujourd'hui, vous pouvez avoir plein d'informations sur l'alimentation, sur le diabète, par rapport au VIH, quels sont les symptômes, des références pour consulter. Vous pouvez laisser des messages. Et idéalement, c'est comme une infirmière de liaison. Donc, ils viennent faire le complément de ce que les infirmiers n'ont pas le temps de faire ou les médecins n'ont pas le temps de faire avec vous, parce qu'on est tous pris par le temps. Et ça, c'est un autre gain. Donc, plus qu'il y aura de communication, plus qu'il y aura d'informations, plus que ça sera facile et aisé d'aller chercher l'information, plus ça va permettre à des gens qui ont peur de parler. Donc, je sais que la communauté gay n'est pas encore informée, et même pas juste les gays, parce que ça concerne tout le monde, en fait, du compte, parce que, comme j'ai dit, le rétrovirus, il n'est pas raciste, et surtout qu'il y a plein de femmes qui sont victimes. Donc, pour les gens qui sont plus loin, qui ne peuvent pas aller voir tout de suite des gens, ils peuvent aller déjà chercher de l'information et aussi aller consulter pour avoir l'information assez nécessaire pour peut-être venir en ville, puis consulter en ville quelqu'un ou se présenter à l'urgence, au pire. Vous présenter à l'urgence et pour vous faire soigner et puis dire à l'urgentologue que vous êtes en région puis vous avez peur de parler et ils vont tout régler ça.
suis désolé de vous envoyer ce message-là, mais je pense que c'est important. Oui. Bien, c'est pas de la publicité, c'est de l'information. C'est dire que M. Barry il travaille en étroite collaboration dans plusieurs projets de recherche qui Oui. sont menés par le Centre de recherche. Les co-chercheurs, en fait. Non, les co-chercheurs sur plusieurs Oui. projets, et ça nous permet d'orienter nos recherches différemment. Non, mais merci. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est ça. C'est une belle rencontre avec M. Barry parce que ça nous a permis vraiment, je suis infirmière de formation, mais je suis chercheur au Centre de recherche du CHUM, ça a permis de réorienter avec vraiment tout son savoir expérientiel. Vous avez vu ce soir, ça permet vraiment de réorienter nos projets, de faire un peu différemment. Et là, on est un peu dans le plan de transfert de ce qu'on a développé. Il nous aide encore. Bien, il nous guide, je pourrais dire, c'est notre guide là, dans Ça serait gênant de dire que je suis votre ben, guide, mais... Oui, c'est pas... Oui, pour l'implantation, oui. Mais c'est parce que ça donne l'information à tout le monde. Hein, parce que, c'est ça, c'est parce que même si je participe avec vous un peu dans ce projet, je participe en plein de projets de recherche pour justement aider. J'ai fait une expérience, essayé un médicament avec l'URES, qui ont été gentils de me faire expérimenter ce médicament-là. Et puis, à un moment donné, je me rappelle que j'étais tellement désespéré de ce qui se passait que j'avais été devant l'Hôtel Dieu, il y a un laboratoire. Puis j'étais rentré en pleurant, puis ça, je vous parlais de ça des années 85, peut-être 86, quand je suis revenu d'Europe. Puis j'étais rentré dans ce laboratoire-là. J'ai ouvert la porte, je suis rentré, puis j'ai dit, je voudrais donner mon corps à la science, faites n'importe quoi, mais expérimentez quelque chose, même si j'en meurs. Si ça peut faire évoluer, qu'on trouve quelque chose, j'étais prête à ça. Donc, pour la question que vous posiez tantôt, puis c'est à vous de répondre en tant que tel, mais ça répond un petit peu à votre question. Il faut que ça soit, il faut qu'il y ait de l'information d'un peu partout. Et surtout, que ce soit même à Montréal, il y a des gens qui ont peur de parler de ça dans leur entourage. Donc, votre projet Vitavi, que je participe, aide beaucoup. Merci. On a une autre question ici au centre de la salle. Très brièvement, je vais raconter une anecdote puis poser une question. L'anecdote, alors, mon meilleur ami fait des TOC par rapport au VIH. Et il va souvent dans une clinique qui est spécialisée. Il est hétérosexuel, je vous dis ça pour une raison. Il a fini par se faire dire 2 fois par 2 médecins différents qu'à Montréal, on n'attrape pas le VIH en ayant des rapports sexuels hétérosexuels. Ça peut avoir l'air vraiment inventé, surtout après avoir écouté que c'est surtout les femmes qui en souffrent dans le monde en ce moment. Je dis ça certainement à la personne, son but n'était pas de pousser mon ami à ne pas se protéger, mais ça peut être interprété comme tel. J'imagine, j'essaie de comprendre la chose, j'imagine que les statistiques sont très très faibles, mais ce qui est une statistique pour une personne, c'est une vie qui peut être ruinée pour une autre. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un relâchement dû aux avancées thérapeutiques qui fait que les gens ne sont plus conscients de l'état d'urgence ou du moins de l'ampleur de la chose. Ensuite, moi ma question... je travaille dans le partenariat patient ici au Centre d'Excellence. Je me pose souvent la question des intersections entre le monde de la santé et les patients. Et je pense que c'est beaucoup l'hommage qu'on rend à la vie, parce que là, je vous entends parler tous les deux. Bernard, vous avez survécu à des choses très, très difficiles, et je pense que c'est vraiment le fait que vous soyez accroché à la vie. En même temps, on a un système de santé, des moyens qui sont déployés, des carrières qui sont engagées pour sauver des gens. Encore une fois, je pense que c'est un hommage à la vie. Donc ma question, j'espère qu'elle n'est pas trop intrusive pour Bernard, avec tout ce que vous avez vécu comme épreuve, comme perte, comme stigmatisation, qu'est-ce qui a fait que vous êtes accroché? Qu'est-ce que je vous entends parler et forcé de reconnaître que votre expérience humaine est particulièrement riche et bouleversante, et on a certainement beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce qui vous a accroché à la vie? C'est fou parce que, je ne voulais pas mourir en partant. Et vous ne voulez pas mourir, mais à un moment donné, avec le VIH, vous voulez mourir. C'est que ma vie a été un combat jusqu'à dernièrement, où je ne savais pas si je voulais mourir ou si je voulais vivre. Parce que j'étais tellement épuisé avoir vu tout le monde mourir autour de moi, que même si on me soignait, que l'URES a fait des choses merveilleuses, j'étais totalement dépressif. J'étais traumatisé, là, trop de morts. Vous savez, quand je vous ai dit que je ne voulais pas être médecin, parce que je ne voulais pas être en médecine, je n'aurais pas fait infirmière. Là. Oubliez ça. J'avais peur de me faire piquer, comment piquer les autres. Et
c'est évident que le VIH, c'est très traumatisant. Et puis, ce qui a fait que j'ai survécu, c'est ma mère qui est très religieuse, mais d'un beau côté, là. Elle avait une belle foi, mais généreuse, là. Un Dieu de pardon, pas un Dieu méchant, là. Puis qui a tellement prié pour moi, puis mon père, puis tous mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, que je ne pouvais pas mourir, là. J'avais tous les gens très religieux qui priaient pour moi, puis qui me demandaient de vivre. Puis aussi, je me suis battu aussi pour les autres. Parce que fallait que je survive, parce que tout le monde mourait, donc il fallait que je me batte. J'ai été une horreur pendant des années. Là. J'ai été souvent sur la place publique pour me battre même contre le corps médical, pour me battre contre le début de la trithérapie. Je me suis battu contre la ZT. J'ai fait partie de cette théorie où ce que je croyais que c'était l'armée américaine qui voulait éliminer les homosexuels, que c'était un médicament qu'on voulait protéger les soldats contre l'hépatite B et C, et qu'on aurait expérimenté et que ça serait ramassé chez les homosexuels parce que les médecins de New York puis de San Francisco auraient donné ça aux homosexuels. Puis c'est pour ça qu'il y avait tant de monde qui était infecté à New York et à San Francisco. C'était des grands points comme Paris, et ainsi de suite. Donc, j'ai fait partie de cette pensée de terrorisme homosexuel contre nous. Donc, ce qui m'a fait, qui a fait que j'ai été obligé de me battre. Mais c'est évident qu'avec les années, les coups durs, les maladies, les échecs, avec tout le bien-être que mes médecins ont fait pendant des années, les premières années, le reste, ils ont goûté pas mal avec moi parce que j'étais un patient qui voulait vivre et qui voulait mourir. Et qui voulait vivre et qui voulait mourir. Parce qu'il y avait trop de peine à quelque part. Il ne fallait pas juste soigner le rétrovirus, mais il fallait soigner aussi la caboche, puis le cœur, qui était plus là, mais qui est encore là. Vous voyez, je suis encore vivant, mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, je me bats plus. Ça fait peut-être 2 ans que je ne me bats plus entre « je veux vivre » et « je veux mourir ». C'est la première fois depuis longtemps de ma vie là, que je peux vous dire que ça fait bientôt 2 ans où que ce sentiment de bataille, où ce que je vais mourir est terminé. Pour mourir, je vais mourir. Mais pas du VIH. Merci beaucoup. Comment ça pourrait mieux se terminer sur une parole comme ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. J'arrive. Merci Bernard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Pour revenir à la vie et oublier la mort, j'ai une question pour vous deux. Une nouvelle tendance, c'était en fait une pratique ancestrale qui revient en vogue, qui revient en mode, qui est le jeûne, que ce soit le jeûne par intermittence ou cette pratique-là, elle a fait ses preuves avec les cellules cancéreuses et on voit que si jamais on starve les cellules, on force l'autophagie, ces cellules-là ne se multiplient plus. Est-ce que toi, Nicolas, tu penses que le jeûne pourrait aider à éradiquer les cellules infectées? Et est-ce que vous, Bernard... Est-ce que tu veux une réponse politiquement correcte ou mon avis profond? Scientifiquement correct. Avant que Nicolas dise quelque chose politiquement correct, mais je l'ai fait, ça. Il y a pas mal de choses que j'ai fait. Vous connaissez du monde qui pratique le jeûne pour... Plus maintenant, mais je l'ai fait personnellement. OK, ça a été... Oui, mais j'ai été, à un moment donné, suivre un régime où est-ce que je devais être 3-4 jours de jeûne. Et puis, lavement colonique. Imaginez-vous, vous êtes en jeûne, lavement colonique. Et ensuite, pas manger pendant des mois, juste boire des liquides, donc des jus, du wheatgrass, de l'herbe de blé verte, comme des pousses que vous devez faire pousser et puis que vous coupez très jeune, puis que vous faites ces verres, c'est très fort. Et puis, je buvais, je vais vous donner un exemple, je pouvais boire 50 livres de pommes par semaine, 50 livres de carottes que je faisais. Puis il ne fallait pas mélanger les fruits, puis les légumes, puis tout était planifié, le melon le matin en se levant, vert, rose, jaune-orange, là. Et ainsi de suite. Donc ça, je l'ai vécu. Et puis,
Oui, il y a quand même certains bienfaits, mais de jeûner, bon, c'est bien parce que vous perdez du poids. Je perdrais ma bédaine que j'ai, parce que je n'avais jamais eu de bédaine de ma vie, mais non, ça ne suffit pas, hélas. Ça ne suffit pas. La réponse de Ben Nicolas. non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, la réponse politiquement correcte, c'est que quand on prend des cellules, qu'on les met en culture et qu'on met du virus dessus, c'est vrai que si on arrête de nourrir les cellules, le virus ne pousse plus. Ça, c'est vrai. À l'échelle de l'individu, je crois que ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Là. Donc, à ma connaissance, il n'y a rien qui a démontré, aucune étude, mais je peux en rater, là, qui ait démontré que l'impact du régime alimentaire que le régime alimentaire ait un impact sur la réplication du virus chez un individu. J'ai peut-être raté des choses, mais je ne pense pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts malnutris du VIH. Une question à l'avant ici. Oui, c'est un commentaire, en fait, qui fait suite à ça. Moi, quand j'ai été diagnostiqué en 1996, il y avait beaucoup de tendance à aller vers les médecines douces, dites douces. Je ne pense pas que ce que tu as fait, Bernard, c'était doux. Là. Non, j'ai fait doux et j'ai fait raide. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai appris, puis j'ai été très chanceux parce que je ne suis pas allé de ce côté-là, mais que des produits naturels comme le millepertuis avaient des interactions négatives avec les trithérapies. Alors, j'ai envoyé promener les gens, puis j'ai dit, bon, la trithérapie marche pour moi. C'était pas à 100% à l'époque, puis il y avait beaucoup d'effets secondaires, mais je vais m'en tenir au conseil de mon médecin, puis je suis encore là. Puis je suis indétectable depuis 2004. Et c'est bien ça. C'est formidable. Il faut faire attention aux cures, entre guillemets. Merci. Bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment un bel événement. J'avais une question qui relie un peu la mésinformation. Alors, comme Nicolas l'a mentionné, il y a 2 mois, il y a eu le patient de Londres. Puis, tout le monde que je connais qui ne sont pas mes collègues m'ont contacté en me disant « Hey, t'as entendu, il y a une cure pour le VIH. » Alors, venant de ça, j'ai eu l'impression que pour le monde qui ne font pas l'étude activement sur le VIH, c'est pas évident que c'était pas vraiment une cure et c'était pas très bien décrit dans les médias, qu'est-ce que ça voulait dire et pourquoi c'est arrivé. Alors, je me demandais, quand ce genre d'informations sort dans les médias, comment est-ce que la communauté qui vit avec le VIH réagissent? Est-ce qu'ils comprennent que c'est pas applicable eux aussi? Ou? Et moi, en tout cas, dans l'époque où je viens, il n'y avait rien. C'est évident que tout le monde se tournait. Hein, je veux dire, quelqu'un qui disait « j'ai la solution », la planète qui était infectée se tournait vers cette personne-là. Là. C'est évident, là, on aurait tout fait pour l'obtenir. On y aurait donné tout ce qu'on a là, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'ai tellement été déçu. Je veux dire, je ne suis pas déçu que des fois, on ne puisse pas. Ce que j'ai été déçu, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont trop insisté et qui n'avaient pas la solution. Puis à un moment donné, il faut être capable d'admettre qu'on n'a pas la solution. Puis ça crée beaucoup de désespoir. Imaginez-vous, là, on vous dit que vous avez 2 mois à vivre. En fait, quand vous vivez, vous essayez de travailler, on vous dit de faire votre testament, on va répéter ça une 2e fois, puis une 3e fois. Et puis, vous avez plein de gens qui vous disent qu'ils ont trouvé des cures. Parce que c'est évident que dans les années 80 à aujourd'hui, si j'en ai eu des miracles un peu partout, des gens qui disaient « j'ai la solution », bien, ça fait longtemps que Nicolas n'aurait même plus besoin de travailler là-dessus. Là. Il travaillerait sur d'autres choses. Donc, si on continue à travailler là-dessus, c'est que dans le fond, on n'a pas trouvé la solution parfaite actuellement. Et puis, il faut continuer. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les gouvernements ne donnent plus de sous à la recherche. Et il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. J'écoutais un reportage la semaine passée sur un volcan qui a, en 536 après Jésus-Christ, qui a sauté en Amérique du Sud, qui a fait qu'il y a eu un nuage toxique et d'une bactérie qui a pollué la planète, qui a fait un grand cercle autour de la planète et qui était du côté de l'Europe.
et qui a tué le monde avec la peste pneumonique, qui s'est transformé d'ailleurs, qui était d'abord juste une infection, les gens pullulaient, mais ce n'était pas au niveau des poumons. Après ça, la bactérie s'est transformée et puis elle est devenue aérienne, donc quand les gens toussaient. Et donc, l'Empire romain a presque disparu à ce moment-là. Une partie de l'Europe qui existait en 536 après Jésus-Christ a été détruite. Et donc, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas arrêter la recherche sans arrêt, parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas une saloperie qui va se présenter sur la planète Terre qui va faire que si on n'est pas en avant de notre temps, qu'on cherche, qu'on ne trouve pas, ou qu'on cherche, qu'on trouve, il ne faut pas arrêter, parce que dans les deux cas, ça nous permet que si jamais se produit une situation semblable, qu'on soit prêt pour pouvoir se défendre en cas de... Surtout qu'on est nombreux là, sur la planète. Là. Merci Bernard. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Je pense que ça... Oh, une petite question. Merci beaucoup à vous deux. Donc ça, c'est une question plus large, peut-être pas très claire, mais selon vous, ça, c'est quoi pour chacun de vous, donc j'aimerais que vous répondiez aux deux questions. Donc, la question est, pour vous, c'est quoi le prochain défi scientifique dans le domaine de la VIH, mais aussi, et j'aimerais entendre de vous deux sur ça, mais aussi, c'est quoi le prochain défi social? Parce qu'on a parlé ce soir beaucoup sur des guérisons, des différences entre les pays développés et pas, et toutes ces choses-là, mais j'aimerais entendre de vous deux. C'est assez large. C'est évident qu'il faut absolument trouver une solution le plus rapidement possible parce que la médication coûte très, très cher et ça pourrait mettre un gouvernement complètement à terre. Donc, on ne peut pas consacrer tous les fonds de l'État à nous soigner. J'en suis conscient, personnellement. Et d'où je vous dis que je suis content d'être ici à Montréal. Mais... il faut continuer la recherche définitivement pour plein de choses. Puis surtout que la recherche permet à un moment donné d'abaisser les coûts de la médication, puis que les médicaments, que la recherche soit encore plus partagée et que ces compagnies pharmaceutiques qui détiennent à un moment donné les brevets et qui font que ça oblige la société et ça prend les gouvernements à la gorge, les États, les citoyens, libéralisent un peu leurs coûts, leurs profits pour rendre la médication accessible parce que c'est pratiquement, je vais l'employer, c'est criminel, carrément, de soustraire des milliers de dollars pour un médicament, puis si on n'est pas en Amérique, ben on est foutu. Je vais répondre à vos deux questions. Donc, le premier, le défi scientifique, là, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment. Nous, dans mon labo et dans beaucoup de labos à travers le monde, ce qu'on essaie de faire, donc encore une fois, c'est d'éliminer ces dernières cellules dans lesquelles le virus persiste, qu'on appelle les réservoirs du VIH. Et je crois que c'est un vrai défi scientifique. C'est un vrai défi. Ça fait des années que je travaille là-dessus, et puis tous les ans, on apprend davantage. Et on apprend que c'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait, mais on ne va pas abandonner, on va continuer à le faire, et c'est bien important de le faire. Un autre défi scientifique, si j'ai le droit à un deuxième, c'est évidemment le vaccin, parce qu'on n'en a toujours pas, et il y a encore beaucoup de labos. On n'a pas beaucoup parlé de vaccins ce soir. Il y a encore beaucoup de recherches qui se font dans le domaine du vaccin. On a été très déçus par beaucoup de vaccins, mais il y a 6 ou 7 ans maintenant, il y a eu un vaccin testé en Thaïlande qui a donné un petit signe positif. Alors, on est loin du 100% de protection, c'est à peu près 30%, donc c'est vraiment pas l'idéal, mais en tout cas, on a des pistes de recherche là-dedans. Donc ça, c'est des beaux défis. Puis le défi social, moi, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est pas le mot, là, mais qui me dévaste, en fait. C'est qu'en 2019, aujourd'hui, l'épidémie est relativement bien contrôlée chez nous, même s'il y a encore des transmissions. Il faut encore le dire que oui, on s'infecte par le VIH à Montréal, au Québec en général, et au Canada et en Amérique du Nord. C'est la même chose, évidemment, en Europe. En Afrique, l'épidémie est contrôlée trop fort, là, mais en tout cas, elle grimpe moins qu'elle ne montait avant. Le drame en matière de VIH, c'est les pays de l'Est et la Russie, où en fait, la prévalence explose à un rythme supérieur à ce qu'on voyait au début des années 90 dans nos pays.
C'est complètement incontrôlé. Il n'y a aucune politique mise en place pour en fait prévenir cette infection. Il n'y a évidemment pas de programme d'échange de seringues. Vous connaissez le problème de la criminalisation des communautés gays. En fait, la transmission du VIH, et encore une fois, là, ça n'est pas mon domaine de recherche, mais c'est ce qu'on entend dans toutes les conférences, est un problème politique. Donc, les politiques ont le pouvoir, en fait, de freiner les transmissions et de réduire l'épidémie. Et c'est clairement exactement l'inverse qui se passe en ce moment en Russie. Si demain, la Russie mettait en place les programmes qu'on a aujourd'hui dans les meilleurs pays où on fait de la PrEP, on a des campagnes pour le condom, même si aussi on n'en a plus vraiment, mais même avec ça, en fait, ça prendrait des années avant de réduire leur taux de transmission à ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos pays, à cause de cette épidémie galopante, en fait, qui est complètement incontrôlée. Donc ça, c'est un vrai défi. C'est parce que c'est des problèmes politiques, en fin de compte, dans ces pays-là. C'est que si vous êtes homosexuel, le simple fait d'être homosexuel, vous n'en parlez pas à personne. Puis si quelqu'un dit que vous êtes homosexuel, vous allez vous faire battre dans la rue. Là. Donc, imaginez-vous d'aller voir votre médecin. Là. Donc, ils sont loin politiquement de pouvoir corriger quoi que ce soit parce qu'ils ostracisent, j'ai de la misère à le dire, les gens homosexuels. Ça fait que comment voulez-vous soigner l'épidémie? C'est que si c'est transmissible, pas juste chez les homosexuels, mais chez les hétéros, ben, c'est une maladie qui est très rattachée à l'homosexualité. Hein. Donc, même dans ces pays-là, si vous avez le VIH, c'est que vous avez le rétrovirus, c'est parce que vous êtes homosexuel. Donc, vous êtes peut-être hétérosexuel, puis vous allez être amené à être jugé de cette façon-là là-bas. C'est un des problèmes politiques. Merci énormément. Je pense qu'on va faire, malheureusement, on va mettre fin un petit peu à la soirée parce qu'on aurait pu en parler longtemps, mais on a passé quand même à travers. Alors, je pense qu'on peut tous ensemble dire qu'on connaît un petit peu mieux l'historique du VIH, comment aussi tu as vécu avec ça, quand même pas facile. Comme malade chronique, je peux comprendre un peu, mais je pense que le fait que le VIH soit tellement stigmatisé, je peux pas comprendre en fait ce que tu as vécu. Mais merci énormément pour ta grande générosité. Merci, Nicolas, pour tout. Je pense qu'on peut applaudir nos deux présentateurs. Puis, donc, en finissant, je vous remercie, vous, grandement, d'avoir été ici. Je remercie les gens qui sont en ligne. L'enregistrement de ce qui a été fait en ligne se regarder sur le site du CHUM. Donc, vous pouvez revoir, si ça vous tente, l'enregistrement. J'aimerais remercier très rapidement aussi ceux qui ont permis que cet événement-là voit le jour. Puis c'est que le premier, il va avoir une petite programmation de 4 à 5 par année, donc d'Humaniscience. Donc, merci à Vincent, à Carole, à Caroline, à Mireille, Fabienne, Kim et Claudette pour ce super grand travail. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée et à la prochaine.